Chacune d'entre vous a une chaîne YouTube sur laquelle vous proposez des contenus, des chroniques, des ouvrages. Le souffle des mots d'Audrey, merci. Il y a le terrier de Guimauze. Il y a Bulldop. On a le droit de donner vos vrais prénoms ou c'est une identité secrète, un peu comme les super-héros? Non. Et Cassandra. Justice. Celle-là, décidément. Si certains aiment le cabillaud parmi vous, on a une recette extraordinaire. Et donc Cassandra pour Croque les mots. Vous avez une activité sur YouTube depuis certaines peu de temps. Guimauze a commencé il y a 2 ans. Émilie travaille depuis 6. Et chacune à votre manière. J'imagine que le premier élément, c'est de véhiculer des choses que vous aimez. Alors, commençons très simplement. Qu'est-ce que vous aimez lire? Et ne soyez pas timide. Hein. Audrey, t'as le micro, vas-y, enchaîne. Bonjour. Pour ma part, j'aime beaucoup lire de la littérature jeunesse et young adulte, mais j'avoue qu'en grandissant, je me diversifie pas mal avec des romans de littérature générale, contemporaine, même parfois un petit peu des thrillers, tout ça. Voilà. Pour ma part, j'aime beaucoup la littérature de l'horreur, voilà, les thrillers, les polars, l'horreur, pas mal la littérature de l'imaginaire. Et puis s'il y a une petite orientation féministe dedans, ça me plaît encore plus. Alors moi, je suis plutôt littérature de l'imaginaire, donc SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est illustré, donc BD, manga, comics, et c'est à peu près tout. Après, c'est vrai que les thrillers, je vais avoir beaucoup de mal à y aller, mais c'est pas quelque chose qui me dérange non plus si je tombe sur quelque chose qui me plaît. En fait, je m'interdis rien et je vais vers les choses qui potentiellement pourraient m'intéresser. Et moi, à peu près comme Guimauze, du coup, plutôt littérature de l'imaginaire, science-fiction et fantasy, surtout fantasy. Et j'aime aussi beaucoup les classiques. En ce moment, j'en relis pas mal. Et voilà. Mais surtout, voilà, littérature de l'imaginaire, plutôt axée adulte. Mais après, voilà, pareil, je m'interdis rien. Après, je suis pas très romance, j'en lis jamais. Pareil, thriller polar, j'en lis pas spécialement. Et voilà. Et puis moi je lis de tout, mais de tout, voilà. Et puis en fonction de mes envies et aussi un petit peu de mon travail. Alors il y a un cliché un petit peu qui court sur les booktubeuses, c'est que vous êtes fasciné par les livres de romance, les livres de littérature sentimentale. Or, c'est absolument pas votre cas, aucune de vous. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu susciter ce cliché? Pourquoi est-ce que c'est pas votre cas? Et voilà. Ça n'est pas ça, mais c'est pas possible. Je sais pas, regarde-nous, on est des jeunes filles, on fait des vidéos dans notre chambre, et puis forcément on aime la romance, on adore ça, on rêve de ça, on en veut encore et toujours, parce qu'on est des filles. D'accord, l'idée c'était de dire, voilà, si vous aviez dans l'idée de parler de romance aujourd'hui, malheureusement je suis désolée de vous ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien, attention. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. En tout cas, ça fait pas partie, vous, de vos lectures. Et voilà, et donc ça sort un peu du cliché du booktubing, et ça fait plaisir. Non, tout va bien. J'avais un cheveu sur la jambe. C'est pour ça que j'ai pris... Non, sur la jambe. On n'est pas très littéraire, hein, les expressions, tout ça. Alors, restons sur votre travail à chacune. Il y a eu Monsieur Pivot qui est passé ce matin, qui était émerveillé de savoir qu'on parlait des livres sur Internet. Lui-même s'est mis à Twitter, donc c'est c'est le petit truc qu'on fait avec le téléphone. Est-ce que vous vous sentez... Comment est-ce que vous voyez cette image de dire, vous êtes peut-être les Bernard Pivot 2.0, simplement parce que la télévision était le média qui a permis à Bernard Pivot de faire parler des livres. Les outils, les formats changent. Est-ce que vous avez cette image lorsque vous préparez vos vidéos? Comment est-ce que vous anticipez la responsabilité que vous avez? Parce que mine de rien, il y a des gens qui écoutent ce que vous pouvez raconter. Quelle est cette responsabilité? C'est hyper génial.
ce que vous venez de dire, parce que du coup j'ai une anecdote trop drôle. C'est qu'il y a 2 ans... Je suis mort de rire. Non mais c'est vraiment sympa. Non mais j'aurais jamais pensé dire ça à une conférence, du coup là je fonce. Il y a 2 ans j'ai rendu un devoir de littérature à un prof et je lui ai dit, c'était un prof un peu âgé, et je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube, il est allé voir, et il m'a envoyé un mail en me disant vous êtes je vais y arriver, vous êtes la... Bernard Pivot 2.0. Et du coup, c'est trop. Il m'avait peut-être même mis pivote. Du coup, c'est génial. Et justement, ça montre que. Moi, je prends vraiment ça à cœur de devenir un peu prescriptrice des livres. Et je sais qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis à mes abonnés parce que c'est des personnes qui sont jeunes. Enfin, voilà, j'y fais très attention et je trouve ça génial de se dire qu'on a une influence sur. Moi, personnellement, ils sont très jeunes dans mes abonnés. Je sais pas vous, les filles, mais en tout cas, moi, ça se ressent beaucoup, peut-être parce que j'ai une tête d'enfant. Mais du coup, je prends ça très à cœur et puis je trouve ça rigolo, du coup, la petite anecdote. Moi aussi, j'ai juste une anecdote. Moi, quand j'ai commencé, mes premières vidéos qui ne sont plus disponibles sur ma chaîne, et heureusement, c'était... ça m'a perturbée. Les premières vidéos... Attends, c'est ton premier fan ? Ouais. Qui ne sont plus disponibles. En fait, je les ai supprimés parce que ça ne me ressemblait pas, parce que j'essayais de faire comme Bernard Pivot, qui était mon modèle. Voilà. Et là, je l'ai croisé, genre j'ai mangé dans la même pièce. Incroyable. C'est ouf, hein. C'est incroyable. C'est intéressant. Moi, personnellement, je me mets pas une pression particulière au niveau de ce que je vais véhiculer. J'essaye de proposer ce qui m'a plu. Par contre, si je vois un livre qui est un petit peu limite, qui va diffuser des messages qui sont pas très positifs, avec des choses qui ne devraient pas passer auprès d'un public plus jeune, par exemple, j'hésiterai pas à le dire. C'est important d'aiguiller quelque part je dirais pas les bonnes valeurs, parce que je suis personne pour dire quoi penser. Par contre, quand je vois quelque chose qui ne va pas, je préfère prévenir les futurs lecteurs pour qu'ils sachent à quoi se confronter. Voilà. Et idéalement, j'aime bien proposer quelque chose avec de bonnes valeurs, mais voilà, je ne recherche pas mes lectures là-dessus. Du coup, c'est une autre question, mais je vais y répondre du coup à la vôtre. Souvent, on me demande comment je fais pour ne pas être intimidée devant la caméra. Et en fait, je réponds assez naturellement que c'est qu'au bout d'un moment, la caméra en face de moi, elle disparaît vraiment de mon champ de vision, et ça fait comme si je parlais à Guimauve ou à des amis à moi à la fac. Et je pense que je suis exactement dans cette démarche-là, c'est-à-dire que quand je vais présenter quelque chose, je vais le présenter comme si je le présentais à mes proches. Du coup, je ne vais pas être dans l'intention je scripte pas mes vidéos, enfin la plupart, je les prépare assez facilement, j'arrive à savoir de quoi je veux parler sans réfléchir 50 ans sur le contexte d'écriture, etc. Et du coup, je pense que j'essaie vraiment de rester dans cette voie, de partager ce que je lis comme si je partageais à des amis. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est ensuite de recevoir des retours de personnes qui m'ont dit tiens, d'ailleurs, en parlant avec toi, je me suis rendu compte que j'avais adoré ce livre, et ainsi de suite. Ça fait des vrais dialogues sur YouTube, mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Et c'est vraiment cette démarche-là que je trouve intéressante, il n'y a pas juste nous qui proposons des livres, c'est aussi les personnes qui les ont lus et qui nous font un retour, et ça fait vraiment super plaisir à chaque fois. Oui, là, sur ce que vient de dire Cassandra, je suis d'accord, parce qu'au final, nous, on partage ce qu'on a pensé d'un livre, mais c'est vrai que les personnes qui vont nous mettre des commentaires vont le faire également, et ça fait partie pour moi, du concept de YouTube. En fait, c'est vraiment le partage, que ça aille dans les deux sens, en fait. Mais sinon, moi, au niveau des vidéos que je fais, moi, ça fait pas longtemps. Enfin, moi, j'estime que 2 ans, c'est pas non plus énorme. Et c'est vrai qu'au début, et même maintenant, je me suis jamais vraiment posé la question de savoir de l'importance de ma parole. Le seul truc auquel j'ai toujours fait attention, c'est essayer de retranscrire au mieux ce que j'avais pu ressentir et être la plus juste possible, tout en étant pas une critique littéraire, parce que j'ai pas du tout de formation en littérature ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment essayer d'être la plus juste par rapport à ce que j'ai ressenti. C'est tout. Alors je me permets d'enchaîner là-dessus, puisqu'on parle de prescription de livres, on parle de vos avis, de vos coups de cœur. Et comme on est ici aussi pour fêter la librairie d'une manière générale, certains d'entre vous ont même travaillé à 2 titres. Et voilà, quelle est la différence entre le métier de booktubeuse et le métier de libraire ? Est-ce qu'en final, on ne fait pas le même métier ? Ou au final, est-ce qu'on fait un métier totalement différent ?
Et si oui, en quoi est-ce qu'il est différent? Et s'il n'est pas différent, est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Alors, oui, moi j'ai travaillé chez De Citre il y a 2 ans avant de partir et de me professionnaliser en tant que booktubeuse. Et c'est vrai que par beaucoup d'aspects, le métier que je fais actuellement, qui est plus un métier de, je ne sais pas, chroniqueuse, dans l'événementiel, dans la communication, autour du livre, enfin j'ai plein de casquettes, ressemble un petit peu à ce que je faisais en tant que librairie, sauf que j'ai pas de gestion de rayon. Mais par contre, j'ai le côté conseil et partage avec les personnes qui me suivent. Et en ça, c'est pareil. Par contre, il y a une différence qui se fait dans le sens où, quand on fait une vidéo, on ne sait pas qui est en face. En fait, il n'y a pas vraiment de... Il y a du partage en commentaire, mais il n'y a pas du partage en direct. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça diffère avec ce que je faisais en tant que libraire, où rien qu'en regardant la réaction du client en face, je savais si j'étais en train de le saouler ou si, au contraire, ce que je lui proposais, ça lui donnait envie. Maintenant, je reste libraire dans le sens où je garde ma subjectivité dans mes vidéos. Et si, à une époque de ma vie de booktubeuse, je mettais vraiment beaucoup d'importance à partager mon avis, parce qu'à la base, j'étais sur ce réseau pour ça, maintenant, je suis plus là pour... mon but, c'est de donner envie de lire, et peu importe ce que les gens lisent, donc ça demande beaucoup de subjectivité. Mais avant, moi aussi, je donnais beaucoup mon avis. Voilà, ça diffère dans ce sens-là, en fait. Rien à rajouter. C'est parfait, merci Audrey. Alors moi, je connais pas vraiment le métier libraire, donc j'aurais pas tendance à me comparer à un libraire. Par contre, puisque comme disait Émilie, je sais pas à qui je parle, je reconnais à force certaines personnes avec qui je dialogue, mais j'ai plutôt l'impression qu'au final, les libraires, parfois, c'est les personnes qui commentent. Parce que je finis par avoir des goûts similaires. Il y a des personnes qui reviennent me voir parce qu'elles savent qu'on a les mêmes goûts et que du coup, ce que je leur propose va normalement leur plaire. Et inversement, des personnes avec qui je vais partager des goûts vont me faire des conseils aussi. Et au final, c'est plutôt un double métier de libraire. Enfin, non, pas libraire, mais de conseil, je dirais. Voilà. Le conseil va dans les deux sens sur Booktube, je trouve. Ce que j'aime bien, je ne sais pas si ça s'applique à moi, mais ce que j'aime bien en tout cas retrouver chez les autres booktubeuses, mais pas que sur Booktube, c'est qu'il y a des fois des personnalités que je suis, et je sais que peu importe le livre qu'elle va présenter, ça va m'intéresser. Alors après, peut-être que le livre, ça ne va pas me plaire autant que je pensais, mais ça match tout le temps. À chaque fois, voilà, il y a des personnalités comme ça qu'on arrive à trouver, et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de communauté. Et je ne sais pas, par exemple... J'ai jamais, même plus jeune, j'étais pas du genre à aller voir le libraire pour lui demander conseil, même en bibliothèque. Voilà, c'était pas dans mes habitudes. Et du coup, c'est peut-être un moyen de faire une sorte de recherche au préalable. Mais je sais pas si ça s'y substitue parce que j'ai jamais été en librairie pour le conseil libraire spécifiquement. Mais en tout cas, j'aime bien. Voilà, moi, c'est ce que j'aime bien chercher, c'est vraiment les personnalités où on se rend compte que, en fait. Peu importe le livre qu'on peut présenter, ça peut nous intéresser. Et ça, je trouve ça intéressant dans le domaine. Moi, j'aurais pas grand-chose d'autre à rajouter parce que j'ai pas d'expérience de libraire, donc c'est vrai que je pourrais difficilement comparer. Et comme Cassandra, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas ce réflexe justement d'aller chez mes libraires et de demander des conseils. Par contre, effectivement, je suis d'accord qu'au final, sur Booktube, on est plein de profils différents et que c'est vraiment un gros avantage parce que les personnes arrivent, quoi qu'il arrive, à toujours trouver une personne avec qui ça va, entre guillemets, matcher, vers qui elles vont tout le temps retourner. Et du coup, elles vont vraiment écouter les conseils de ces personnes-là parce qu'elles peuvent s'identifier en fait, au goût littéraire. En fait. Je pense que c'est ça. Et en plus... en tant qu'abonnée, parce que je suis aussi une abonnée, c'est vrai que moi, j'ai aussi le goût d'aller vers des profils complètement différents parce que chaque profil va m'apporter quelque chose d'autre et c'est vrai que ça ouvre aussi notre champ d'intérêt littéraire en fait et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant parce qu'on peut peut-être aller vers des choses vers lesquelles on ne serait pas allé en temps normal si on n'avait pas eu une affinité avec un profil, justement avec une personne en particulier. S'il y a un tout petit truc qui diffère, c'est que le libraire, même si c'est sa passion, même s'il adore conseiller,
il est quand même là pour vendre un livre. Nous, on a plus, moi, j'ai plus cette pression de la vente à me dire il faut que je fasse des chiffres ou il faut que je fasse une vente complémentaire. Ou ça change quand même la vie, je tiens à le dire quand même. Et si tu n'as pas aimé un livre, tu peux juste dire que tu n'as pas aimé le livre. C'est ça. On est totalement libre de notre contenu, on est totalement libre de vouloir présenter ce qu'on veut. Enfin, c'est pour ça qu'il y a autant de profils. Et en plus, on peut se le permettre parce qu'on sait que derrière, si on ne présente pas un genre, par exemple, moi, je lis pas de romance, mais je sais très bien que ma meilleure amie va lire de la romance et elle va les présenter. Donc c'est vraiment... c'est ultra riche en fait, et ça permet, c'est l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut choisir ce qu'on regarde. Et comme tu disais, il y a vraiment aussi un fort phénomène d'identification. Souvent, on regarde le booktuber avant de s'intéresser à ce qu'il lit, et c'est pas un mal parce que finalement, on arrive à faire lire des choses à des personnes qui n'envisageaient même pas de lire ce genre. Et voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre... Pardon, excuse-moi. Non, j'ai fini. Moi, je l'ai vu. Alors, je le vois pas spécialement sur Booktube parce que même si on a plusieurs vues, on n'a pas forcément autant de commentaires. C'est pas tout le monde qui s'engage et qui commente. Mais j'ai vraiment vu la différence avec mes proches. Où par contre, là, je suis devenue la personne qui va conseiller un livre et je sais quel livre conseiller à mes proches sans pour autant les avoir lus, parce que comme je regarde beaucoup l'actualité littéraire, comme je regarde beaucoup de profils différents sur Booktube, je peux conseiller un livre à ma maman, je sais que ça va lui plaire, même si je ne l'ai pas lu, et ensuite en discuter avec elle. Et c'est un rôle que je trouve intéressant aussi, de pouvoir faire ça avec ses proches, et qu'eux, ils reviennent vers nous pour nous poser des questions par rapport à ça. Donc je pense que peut-être ça rejoint le libraire qui n'a pas tout lu les livres de la bibliothèque, mais qui cerne les profils de la librairie, pardon. Désolée. Mais voilà, qui cerne le profil sans pour autant avoir lu tous les livres. Voilà, je pense qu'en ça peut rejoindre. Je me permets de rebondir là-dessus. Je profite d'avoir 5 booktubeuses et d'avoir un public essentiellement féminin pour aborder la question des personnages féminins dans la littérature et jeunesse et adulte. Et les... À tout à l'heure. Et également les autrices qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus reconnues surtout. On a vu dans la littérature jeunesse la mode passer de Twilight à Hunger Games, Divergente et compagnie. On a des personnages féminins tout d'un coup indépendants, forts, intelligents. On a de plus en plus de livres jeunesse qui ne tournent pas autour de la romance, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt bienvenu. Et même dans la littérature adulte, on a aussi Le pouvoir de Naomi Alderman, on a La tresse de Laetitia Colombiani. Il y a quand même tout d'un coup des choses qui changent. Et est-ce que vous le ressentez dans les livres que vous lisez? Est-ce que vous percevez Est-ce qu'il y a des personnages, des autrices pour vous qui incarnent un petit peu ce changement? Non, pas de souci. Pour ma part, vu que je lis plutôt du young adulte, on va dire, oui, je sens une différence parce que je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs jeunesse et jeunes adultes qui tendent à aller vers un peu des romans féministes, ou du moins qui abordent des questions féministes, ce qui pouvait parfois manquer, ou voire parfois c'était totalement le contraire, parce qu'il faut le dire, il y a quand même beaucoup de romans avec des clichés, et ça perdure malheureusement. Mais je trouve vraiment qu'on se dirige vers ça, et c'est génial. Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps Nous les filles de nulle part, qui est vraiment un roman très fort, très dur sur la culture du viol aux États-Unis, mais quand même, il y a tellement de choses vraies dans ce livre qui s'appliquent aussi à la France, bien que c'est pas la même mentalité, ça fonctionne pas pareil. Et je trouve ça vraiment hyper important que des romans aussi durs, mais aussi justes, et surtout qui s'inscrivent autant dans l'actualité, puissent avoir un public, et surtout que les jeunes puissent les lire. Je pense que quand j'avais 14-15 ans, je ne sais pas si mes parents m'auraient offert ce genre de roman, justement. Et j'espère que ça peut changer, parce qu'il y en a de plus en plus, et donc on les voit de plus en plus en librairie. Et ça, c'est génial. Et pour moi, ça change. Mais voilà, c'est toujours pareil. Il y a encore des livres qui sortent et qui, pour moi, sont le contraire de ça. Mais c'est pas grave, ça arrivera toujours, je pense. Alors moi du coup je pense pas avoir le même recul parce que je suis pas toujours, je lis pas forcément toutes les actualités, j'ai plutôt tendance à aller, comme je disais, vers des lectures
fantasy, ce genre de choses, qui sont souvent des classiques. Mais justement, moi, je vais plutôt tilter dès qu'il y aura des choses contre les femmes ou qui ne servent pas les femmes. C'est plutôt ça maintenant qui d'année en année s'aiguise de mon côté. Et c'est vrai que pour le moment, dans les lectures que j'effectue, c'est pas quelque chose qui me choque plus que ça, parce que les livres que je lis mettent souvent la femme dans une place qui lui permet de s'exprimer, de prendre de l'importance et d'avoir des actions qu'un homme pourrait avoir, ou justement d'être dans une nuance, contrairement à un personnage. Parce que c'est vrai que on a tendance à avoir beaucoup de personnages féminins très très forts qui se comportent comme des hommes, et c'est vrai que c'est pas forcément toujours une bonne chose, je pense. Et c'est vrai qu'on peut trouver quand même des personnages qui sont beaucoup plus nuancés et qui peuvent avoir une part de sensibilité tout en étant des personnages très forts. Et je trouve que c'est aussi ça qui est important dans le féminisme aujourd'hui, c'est de mettre en avant des profils beaucoup plus complexes que juste des femmes qui sont badass, qui se comportent comme des hommes en fait. Voilà. Badass, comment on définit badass? Voilà, oui, ça c'est très bien. Ouais, qui en veulent, qui rentrent dans le tas, qui se marchent. Ouais, voilà, qui veulent botter des culs. Qui veulent botter des culs, oui, voilà, tout à fait. Voilà, je trouve que c'est important d'avoir de la nuance et de mettre en avant justement des profils de femmes qui sont peut-être plus sensibles, mais qui en gardent pour autant qui ont beaucoup d'importance. Et voilà. Mais, moi, si je pouvais vous recommander une autrice, parce que pour le coup, elle vient tout juste d'être traduite en France. C'était Louise O'Neill, enfin c'est toujours d'ailleurs, qui parle justement régulièrement de féminisme à un niveau jeune adulte, et un peu comme Nous les filles de nulle part d'Amy Reed, elle aborde assez régulièrement la culture du viol ou la société patriarcale avec toutes les normes et les codes qu'on impose dès l'enfance finalement. Et l'un de ses livres a été traduit récemment. Il a été traduit sous le nom Une fille facile. Bon, je n'aime pas du tout ce titre parce qu'à mon sens, il détourne complètement le fond de l'histoire. Mais c'est un très bon livre qui, pour le coup, parle de la culture du viol. Et c'est rassurant de voir que certaines maisons d'édition commencent à traduire ce genre de contenu, parce qu'on peut grandir pendant très longtemps avec des contenus presque toxiques. Moi, comme je dis sur ma chaîne, je ne vais pas par défaut choisir ma lecture parce qu'elle est féministe, mais ça me saute aux yeux quand ça arrive, et je trouve ça assez scandaleux qu'on continue de publier parfois quelques torchons, comme même des livres... Non, mais s'il faut citer une maison d'édition, j'en ai une. Non, mais par exemple... non, mais... Des livres, par exemple, à la jeunesse, qui vont être adressés vraiment très très jeunes, en vous parlant de votre corps et ainsi de suite. On peut apprendre très tôt qu'une fille, ça aime forcément les garçons. Rien qu'en termes de sexualité, il n'y a pas forcément de variété. Ce sera beaucoup de relations hétérosexuelles aussi. Voilà, c'est des choses qui commencent à changer. Il y a des auteurs qui le mettent en avant. Charlotte Bousquet, par exemple, qui écrit à la fois pour les adultes et les plus jeunes. Voilà, ça commence à être de plus en plus visible, et c'est important. Voilà. Et effectivement, d'avoir des personnages très variés, comme le disait Guimauze. Moi, je ne vais pas lancer le débat, mais juste une petite réflexion. Mais quand même un peu. Un petit peu quand même. Mais dans vos têtes, je ne suis pas d'accord dans le sens où je pense que la diversité est aussi importante. Et ce qui compte, c'est que le lecteur soit conscient de ce qu'il lit et qu'il en ait un certain recul sur ses lectures. Donc ça, c'est important. Donc par exemple, je ne vais pas être d'accord quand on vend de la dark romance en disant que c'est le nouveau Twilight, où dedans il y a du viol et tout ça. Ça, non. Sans dire au lecteur que derrière, il y a ça. Donc il faut quand même que le lecteur ait conscience. Par contre, je ne suis pas contre les lectures qui sont moins... féministe, disons, où la femme est dans une position un petit peu inférieure, tant que le lecteur a conscience de ça et que ça, c'est pas la vraie vie. Enfin voilà, tant qu'on a conscience de ça, et je trouve que c'est féministe même de lire des choses qui ne sont pas forcément féministes, tant qu'on a conscience que ce qu'on lit, ça ne l'est pas. Voilà, c'était ma petite phrase de la journée. En fait, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que moi, je me suis penchée sur After il n'y a pas longtemps. Très honnêtement, j'aime pas, parce que justement, je trouve que ça promeut une relation extrêmement toxique, et que quand on n'a pas les bases, justement, on n'arrivera pas à le percevoir. En le sachant, je le vois. Mais en soi, oui, je suis d'accord. Lire de la romance,
voilà, ce sera oui à l'éditeur de mettre en garde et de ne pas publier des torchons. Ne pas publier, non. Oui, non, mais... De prévenir, d'avertir, que le lecteur soit au courant. Non, mais je comprends. Mais en fait, pour moi, le seul problème, c'est que c'est difficile. Mais après, c'est dans mon cas, vu que je m'adresse à un public plus jeune, je sais que les plus jeunes n'auront pas forcément le discernement et le recul en lisant le livre. Donc, il y a des romans jeunesse, genre destinés à des 13-14 ans. Moi, je ne peux pas concevoir qu'ils les lisent. Donc, du coup, je le dis dans mes vidéos. Je dis non, ne l'achetez pas vraiment, celui-là. Non. Parce que pour moi, ça véhicule des idées qui sont... En plus, c'est vraiment, vous savez, le sexisme, c'est vraiment très... ancré, c'est-à-dire qu'on s'en rend même pas compte. Et je pense que ces jeunes-là vont pas s'en rendre compte, mais ça peut se ressentir sur après ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont faire, comment ils vont percevoir les relations, comment ils vont percevoir ce qu'ils vivent à l'école, au lycée. Et ça, je suis pas d'accord. Genre, moi, vraiment, parce que moi, j'ai vraiment vécu une adolescence où je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ça. Et quand je vois que j'ai des petites jeunes de 12-13 ans qui commentent mes vidéos, qui sont à fond sur les livres féministes, je suis hyper heureuse, je suis hyper fière même, parce que je me dis c'est génial. Moi, à 12-13 ans, je savais pas que... à 12-13 ans, c'était il y a 8 ans, je suis pas très vieille, mais quand même. Et il y a 8 ans, c'était quand même vraiment moins... On parlait pas du féminisme comme ça. Donc, typiquement, tout ce qui arrive aux jeunes filles dans les livres, quand les mecs ils se permettent des remarques salaces, qu'ils leur tripotent les fesses et tout, moi, dans mon collège, c'était presque... oh ça arrive quoi. Et là quand j'y pense, je me dis mais comment j'ai pu faire ça? Donc du coup c'est hyper important dans mes vidéos que ça ressorte et que je dise dans ce livre, vous voyez ce qui se passe, c'est pas normal. Et là je leur dis non, voilà, donc ne lisez pas ça, ou alors si vous lisez tel livre, voilà, ayez conscience que voilà, mais quand c'est vraiment trop sexiste, moi je peux pas conseiller par contre. C'est ce que je dis. En fait, ce que je veux dire, c'est que chacun lit ce qu'il veut tant qu'il a conscience de ce qu'il lit. Et le vrai problème, c'est un problème éditorial et c'est la société aussi. C'est-à-dire que là, on commence seulement à se rendre compte, excusez-moi, je le dis, je le pense, ne me regarde pas comme ça, Nicolas. Je pense vraiment que le problème, c'est que le féministe, on a l'impression que c'est un truc d'extrémiste, ce qui n'est pas le cas. Vraiment pas. Mais moi, quand je rentre dans un dans un monde du travail où on me traite comme une gamine parce que je suis une fille, alors que souvent je sais beaucoup plus de trucs que les personnes qui sont en face de moi qui n'y connaissent rien, parce qu'on parle de réseaux sociaux et en général, c'est quoi Twitter, je l'ai souvent. C'est pas normal. Et je pense que ça, c'est en train de changer. Et c'est bien. Les gens doivent être avertis de ce qu'ils lisent, mais on ne doit pas empêcher les gens de lire ce qu'ils lisent. Voilà. Après, c'est même voilà, c'est ma vision des choses. Hein. Alors justement, parlons de votre vision des choses. Le booktubing, c'est donc produire des vidéos, les diffuser sur une plateforme qui s'appelle YouTube. D'ailleurs, c'est étonnant, on ne connaît pas de dailymotionneuse, de bookmotionneuse qui n'est juste que la plateforme concurrente de YouTube. L'une d'entre vous, je ne donnerai pas les noms, sauf si on me les réclame, l'une d'entre vous a commencé par un blog beauté pour basculer vers la littérature, la lecture. Une autre d'entre vous a entamé un blog et ensuite a décidé de passer sur la dimension vidéo. Il y a peut-être des parents dont les enfants... Des mamans, pardon. Principalement des mamans en réalité. Dont les enfants envisagent ce genre de choses. Comment est-ce que vous associez cette vie publique que vous offre la dimension booktubing avec la vie privée? Il y a eu des commentaires, il y a eu beaucoup de dérapages, alors notamment sur des chaînes qui sont consultées cette fois par plusieurs centaines de milliers d'abonnés, tout du moins qui disposent de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. La connexion vie publique, vie privée, comment est-ce que vous conseilleriez à une jeune fille qui veut faire comme vous, parce que tout d'un coup vous l'avez inspirée? Que ses parents soient d'accord déjà. Qu'elle soit... Oui, non mais... Oui, et qu'elle ait une connexion Internet. Non, effectivement. Partons des bases. J'ai commencé à 15 ans, donc j'ai commencé sans le dire à mes parents et ils m'ont crié dessus. C'est pour ça que je dis ça. Parce que c'est normal, quand on est mineur, déjà, la plupart qui veulent commencer, souvent, ils ou elles sont mineurs. Et c'est pour ça que ça me semble important de le dire, parce que c'est quand même un monde qui n'est pas facile. Et comme dit Émilie, voilà, il faut être prêt et être prête à se lancer. Et surtout... En fait, c'est même pas du recul qu'il faut avoir. Je pense que ça dépend vraiment des tempéraments. Mais
c'est difficile de se prendre des remarques sur YouTube. C'est difficile parce que voilà, quand on parle de féminisme, tout de suite sous la vidéo, il y a des commentaires pas cool. Hein, genre, j'ai eu des commentaires débiles. J'ai fait une vidéo sur un livre féministe. J'ai eu un commentaire style t'es moche, supprime ta chaîne. Mais voilà, moi, ça me fait rien. Mais une jeune fille de 15 ans qui n'a pas confiance en elle, je pense qu'un thé moche ou oh là là, et un commentaire sur quelque chose de son visage, elle peut le prendre hyper mal. Et c'est là-dessus que je pense il faut vraiment faire très attention. Et quand la personne est mineure, mais même à 18 ans, on est jeune encore, je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit au courant, qui suive un peu votre chaîne, pour bien vous dire de ne pas prendre les commentaires au pied de la lettre. Et surtout, je veux dire, les gens qui critiquent, ils devraient même pas avoir votre intérêt parce que vraiment c'est ridicule. Mais c'est difficile à penser et moi il m'a fallu plusieurs années pour le penser. Justement, quand l'éducation nationale depuis 3 ans a mis le harcèlement, le cyberbullying comme étant l'un des enjeux majeurs, d'abord un enjeu pédagogique pour apprendre à se défendre, à parler avec des adultes, mais vos conseils à vous, quels sont-ils pour apprendre à se protéger, pour apprendre à se préserver? Vas-y. Je pense qu'il faut en parler. Mais c'est bête à dire, hein, on l'entend partout, mais ça n'arrive pas qu'aux tout jeunes. Parce qu'en fait, c'est une communauté de livres. Donc moi, tout de suite, par rapport à mes parents, c'est passé plus facilement que si je parlais d'autres choses. Parce que les livres, déjà, mine de rien, je pense que si j'avais parlé, c'est con à dire, hein, mais si j'avais parlé beauté, je me serais pris beaucoup plus de remarques en commentaire que les livres. Donc c'est vrai que j'ai dû me prendre quelques commentaires depuis le début de ma chaîne, donc ça va faire 5 ans. Mais voilà, ça restait plutôt, on va dire, bête et méchant. Par contre, là où c'est justement dangereux, je pense, c'est que comme c'est une communauté dans laquelle on a l'habitude de... C'est assez gentil. Enfin, voilà, c'est rare qu'on a vraiment des commentaires violents. Et ben justement, on a du mal à dire stop quand il faut. Et que ce soit à 13, 12 ou même, 25 ans. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois de recevoir des messages, et pas forcément en commentaire, c'est en message privé, c'est anodin, ça semble anodin. Sauf que nous, on se sent embêtés, on ne sait pas quoi répondre. Et surtout, vu qu'on on est quand même sur Booktube, c'est des gens qu'on peut retrouver dans la réalité, on ne veut pas paraître méchante ou autre. Et du coup, il y a des moments où il faut qu'on dise stop et on n'y arrive pas. Et je pense que le mieux dans ces cas-là, c'est d'en parler, par exemple, aux membres de la communauté avec qui on échange, à sa famille et ce genre de proches, parce que je trouve que c'est d'autant plus difficile de bloquer quelqu'un et de dire stop quand il faut. Parce qu'on a peur de blesser, on a peur de paraître méchante, on a peur de ternir son image, parce que du coup, la personne va dire en fait, t'es complètement méchante, tu bloques, je sais pas si vous voyez... Voilà, c'est ça, transformer mon image parce qu'on a dit non. Et ça, c'est hyper difficile parce que je pense qu'un commentaire public qui veut juste critiquer bêtement, ça, à la rigueur, tout le monde le voit, c'est ridicule, ça passe outre. Un commentaire privé où on ne va pas savoir comment gérer, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que ça peut devenir vite dangereux comme sphère. Moi, je vais aller encore plus loin, en fait. Déjà, il faut penser à un truc, c'est quand on se met sur Internet, on s'expose. Voilà, ça, c'est la base. Qu'on fasse... un compte Twitter, un compte Instagram, qu'on soit sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, si on met sa tête sur Internet, on s'expose. Et donc, forcément, on peut être amené à ce genre de désagréments. Et je peux vous dire que ce n'est pas agréable. Parce qu'on a beau avoir 150 commentaires, je ne sais pas, je dis des nombres comme ça, positifs et 2 commentaires négatifs, ce qui reste, c'est le négatif. Et tout le monde n'a pas les épaules pour ça. Vraiment. Donc, avant de se lancer, moi, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est capable de se prendre ce genre de remarques dans la tête? Et je vous assure qu'on n'est pas nombreux à avoir les épaules pour supporter tout ça. Donc, avant même de se lancer, bien sûr, c'est beau. Et puis en plus, maintenant, YouTube, c'est les paillettes. Il y a il y a un peu le black side, le côté noir de YouTube, qui fait que c'est pas toujours tout rose. Donc, avant de se lancer, il faut d'abord réfléchir. Avant même d'en parler à vos parents, je pense que tout le monde n'est pas capable de se lancer sur Internet à l'heure actuelle. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est violent. Donc... voilà, il faut y réfléchir. Et récemment, j'ai reçu une remarque. On m'avait posé une question qui, moi, je trouvais déplacée. Et donc, j'ai dit à la personne, je vois pas, ça te regarde pas, en fait. Je vois pas pourquoi tu me poses cette question. Et la personne m'a répondu, et c'est là que ça m'a mis le gros recul. Elle m'a dit, mais de toute façon, toi, t'es booktubeuse, t'as l'habitude de donner ton avis sur tout. Et là, je me suis retrouvée bête, mais à me dire, mais... je vais pas répondre à ta question en me disant ça. C'est déplacé.
Et c'est dans ces moments-là où ça nous fait remettre en question, parce qu'on se dit, ben mince, et on choisit ce qu'on veut montrer, et des fois on a tellement l'habitude que c'est aussi à nous de faire attention à ce qu'on montre, parce que ça peut vite... on se rend pas compte, ça peut être, c'est YouTube, mais c'est aussi, on parle sur Twitter, on parle aussi dans les stories Instagram. Dans les stories, on parle pas forcément tout le temps de livres, on parle de notre vie. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut qu'on soit maître et maîtresse de ce qu'on nous on partage en fait. Et ça aussi, ça va faire attention, je pense. Oui, parce que je pense que tout peut partir de rien en fait. Comme dit Cassandra, c'est vraiment. Non mais c'est horrible. Non mais quand je vous dis ça peut partir de rien, moi par exemple sur Snapchat, des fois j'ai beaucoup de personnes qui me répondent et je peux pas répondre à tout le monde. Surtout quand c'est le genre de personnes qui m'envoient des questions un peu bizarres et tout. Je réponds pas. Et après, on me harcèle. Genre, pourquoi tu vois mes messages mais tu réponds pas ? Et bon, bien sûr, du coup, je ne me sens pas opérationnelle pour répondre. Du coup, la personne me renvoie un message en me disant, tu l'as vu celui-là et tu n'as pas répondu. Et vraiment, ça m'arrive. Oui, et en fait, ça fait presque peur. On se dit, wow. Enfin, et en plus, on se dit, ces gens, on peut les voir quelque part. Non, mais moi... Ça m'arrive pas, quoi. Mais moi, je réponds pas. Je fais pas exprès. Oui, mais on n'est pas tous des sauvages. Comme Émilie. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir les épaules. Non, mais après, moi, je suis vraiment du genre à vraiment bloquer très facilement. Moi, je n'ai aucun problème pour la censure sur mes propres réseaux. Je me dis, si j'ai envie de censurer mes réseaux, c'est mon problème. Je me suis déjà pris des remarques parce que j'avais supprimé un commentaire... justement, livre féministe, commentaire antiféministe. Je me suis dit, je vais pas chercher, je supprime. Et la personne recommente après, ah bah super, la censure, oh là là, féminazie. Oh là là, enfin vraiment, c'est fascinant. Donc, pour vous dire que, voilà, comme dit Cassandra, ça peut partir de rien. Effectivement, il faut faire attention à ce qu'on met. Après, c'est toujours pareil, ça peut tellement partir de rien qu'on ne peut rien prévoir. Faut juste faire attention. Faut aussi se dire que quand on est sur Internet, on sait... Moi, ce qui me fait parfois peur, c'est que bah voilà, aujourd'hui, je dis que je suis aux 111 ans de Citre. Les gens savent où je suis. Et c'est ça qui peut faire peur, en fait. On se dit, si jamais je me brouille avec quelqu'un et que cette personne est totalement folle, on ne sait jamais. C'est pour ça que voilà, faut vraiment être prêt à pouvoir avoir un peu, à supporter un peu ce stress, cette pression. Mais il ne faut aussi pas hésiter à se dire, c'est mes réseaux sociaux. Et en vérité, il ne faut pas hésiter à se dire, les gens sont très lâches derrière l'écran. Ils se permettent de dire des choses qu'ils ne nous diront jamais en face. Vraiment. Donc là-dessus, il faut se rassurer dans ce sens-là. Moi, c'est pour ça que quand je bloque, je n'ai aucun souci. Je ne me dis pas la personne va me harceler derrière et venir me chercher au prochain salon du livre. Ça va. Genre, je me dis, elle va m'oublier parce que je ne suis rien pour elle. Et c'est pas une personne de moins. Mais voilà, il faut toujours se méfier. On ne sait jamais ce qui peut leur passer par la tête. Ils peuvent devenir psychopathes et dire à tout le monde qu'on est méchant. Enfin, je sais pas, on ne sait jamais. Mais voilà. Oui, je pense qu'en fait, il faut vraiment... Dès le début, je pense vraiment faire la différence entre sa vie privée et sa vie entre guillemets publique, même si on n'est pas suivi par beaucoup de personnes. Il faut vraiment réussir à faire la distinction, même si effectivement avec des réseaux comme Instagram, on a tendance quand même à partager un petit peu son quotidien avec les Insta Stories. Il faut vraiment essayer de... Qu'est-ce que veut dire une Insta Story? Mais qu'est-ce que... Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, quand on raconte notre vie dans les Insta Stories. Oui. Vie privée. Oui, voilà. D'accord. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu voulais dire que... En fait, il faut bien faire la différence. Et il faut bien se dire que n'importe quoi qu'on publie sur n'importe quelle plateforme, ça peut potentiellement avoir un impact. Ça dit des choses de nous et il faut être conscient de ça. Et pour revenir juste à ce que tu disais par rapport aux messages privés, je pense que quand on commence, on peut recevoir parfois des messages qui peuvent être très 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 bien formulés et il y a quelque chose de très insinueux, très vicieux là-dedans parce que ça peut faire vous remettre en doute alors que ça ne devrait pas l'être en fait. Et c'est justement pour ça que je rejoins Cassandra sur ce qu'elle disait, c'est qu'il faut à tout prix en parler. Si vous avez le moindre doute, que vous êtes gêné ou quoi que ce soit, déjà à partir du moment où vous êtes gêné, c'est qu'il y a un problème. Donc si vous êtes gêné, vous êtes dans ce droit de bloquer, de ne pas répondre à une personne et c'est votre droit en fait. C'est la seule chose que je voudrais dire. Et voilà, mais après je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas non plus parler 3 heures. Moi, la seule remarque que j'aurais à dire, et justement c'est pour rebondir sur ce que dit Guimau, c'est que si quelque chose vous gêne dans la vraie vie, il doit aussi vous gêner sur Internet, tout simplement. Vous devez dire non quand vous n'êtes pas à l'aise, et voilà. Et le moins d'informations que vous donnez, le mieux vous serez protégé aussi.
Après ça, pour moi, le nombre d'informations, c'est vraiment une question de choix. Parce que, mais moi, perso, je fais vraiment partie des gens qui ne disent rien sur leur vie. Enfin, mes abonnés ne savent pas vraiment ce que je fais, tout ça. Mais je connais plein de booktubeurs qui racontent beaucoup plus de choses sur leur vie privée. C'est pas un problème, mais voilà, c'est une question de choix. On sait quand on dit que... C'est tellement débile comme exemple, mais on sait quand on dit qu'on est en couple avec quelqu'un, le jour où on sera plus avec, on va avoir des messages « Ah, t'es plus avec ». C'est débile, mais ça, je pense que ça peut être très blessant pour une personne qui s'est beaucoup exposée. Voilà, le jour où elle devient célibataire parce qu'elle s'est fait plaquer, peut-être que c'est un peu... voilà, c'est sensible. C'est cette version de l'histoire que tu racontes. Je donne une version où on peut être triste. Typiquement, pour citer une lyonnaise, Enjoy Phoenix, la pauvre, le jour où elle s'est séparée, tout Lyon, toute la France était au courant et lui demandait pourquoi elle n'était plus en couple. Typiquement, si tu vis mal la situation, c'est affreux. Mais après, elle fait des vlogs, donc c'est vrai qu'elle n'avait pas trop le choix. Mais c'est un exemple vraiment où on n'a pas... voilà, faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça a des répercussions vraiment plus tard. Ça peut être 2 ans après, comme cet exemple par exemple. Tout ce qui est dit a une répercussion, oui, bien sûr. Bon, parlons d'argent maintenant. Alors, je vais pas faire Hardy. Tu veux commencer sur la question d'argent ? Moi, je suis opérationnelle. Les activités que vous pouvez avoir sont plus ou moins rémunératrices. L'activité directe, ne lève pas les yeux au ciel, Émilie, je t'en prie. Non, tu as juste levé les yeux au ciel. Non, les activités que vous pouvez avoir peuvent être rémunératrices. YouTube propose des systèmes de rémunération. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent en faisant des vidéos où on parle de livres, ce qui est à peu près un monde merveilleux, en fait, si ça existe. Comment est-ce que vous fonctionnez chacune ? Quel est votre mode de relation avec la plateforme que vous utilisez ? Non, toi, tu passes pas, toi. Pour ma part, je gagne pas d'argent avec mes vidéos, soit parce que déjà, pendant un moment, j'ai pas pu publier. Donc, il y a eu une histoire sur YouTube que si j'avais pas tant de vues sur les 6 derniers mois, j'étais démonétisée. Puis finalement, non. Enfin, j'ai pas tout compris. Et parce que voilà, du fait que j'étais pas assez régulière pour des raisons perso, c'est pas ça qui moi me fait gagner des sous. Et je suis pas non plus rémunérée quand je reçois des livres pour en parler par des services presse, ce genre de choses. Voilà. Par contre, là où ça peut être des activités rémunératrices, et ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois, c'est que voilà, il y a un collège à Brignais, à Roanne, qui va me contacter parce que il veut faire intervenir une booktubeuse dans son club de lecture et faire de la médiation autour des réseaux sociaux. Ou ça va être pour un club de lecture, là par exemple. En début d'année, il y avait le club de lecture du Vif d'Or, qui est le club de lecture de toutes les médiathèques de Lyon, qui avait organisé un événement, et à tous les petits groupes de chaque arrondissement qui essayent de faire sa vidéo. Et donc j'étais avec un autre booktuber, donc Treki. On avait pu essayer d'accompagner. Voilà, c'est plus ce genre d'activité, on va dire complémentaire, qui rentre avec ce qu'on fait. Mais moi, c'est pas proprement les vidéos qui vont, sachant que moi je suis étudiante à côté. Donc c'est pas ça qui, moi en tout cas, fait rentrer de l'argent. Après, il peut y avoir des vidéos en partenariat avec des marques ou des maisons d'édition dans certains cas. Et ou quoi ? Il y a quoi d'autre ? Des médias. Oui, ou des médias, des marques, c'est pas pareil ? Non. Oui, non, ça y est, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Pardon, c'est bon. Des entreprises en général, voilà, on va dire entreprises, comme ça comprend tout le monde, tous les gens qui sont capables de vous donner de l'argent. Et dans ce cas... Et dans ce cas-là, en fait, ça fonctionne en partenariat, c'est-à-dire que la personne va nous payer pour qu'on parle d'une marque. C'est du placement de produits, comme vous pouvez le voir sur... En fait, le problème, c'est que dans le monde du livre, c'était plutôt mal vu dès le début, alors que dans le monde des youtubeurs humour, des youtubeuses et youtubeurs beauté, là, c'était pas du tout mal vu. Hein, qu'ils vous parlent d'un rouge à lèvres pendant une demi-heure, ça passe inaperçu. Nous, malheureusement, tout de suite, c'est tellement pas éthique de parler d'un livre ou d'un objet livresque en étant rémunéré. Et ça a été un fort débat. Et que je trouve intéressant, hein, et il y a plein de points qui se défendent. Mais voilà, après, il faut toujours se dire que du moment où vous allez travailler pour une entreprise, quelle qu'elle soit, parce qu'elle vous l'a demandé, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas rémunéré. En fait, vous allez consacrer de votre temps. Faut surtout se dire, vous allez consacrer votre temps, votre énergie, vous allez faire quelque chose de beau pour eux. Et si vous n'êtes pas rémunéré, sachez que eux, de toute façon, dans tous les cas, si grâce à vous, le produit est vendu, eux, ils gagnent de l'argent. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème.
c'est ça qu'il faut vraiment voir pour se dire, c'est pas un drame de demander de l'argent à quelqu'un parce que vous avez travaillé pour lui. C'est normal. Est-ce que vous allez aller travailler à Intermarché toute la journée bénévolement parce que bah voilà, les pauvres, ils ont besoin de caissières ou de caissiers? Non. Donc voilà, c'est la preuve que après, dans le monde du livre, là où c'est compliqué, évidemment, c'est qu'on a toutes commencé, mais d'ailleurs, je continue et on continue, à parler de livres de nous-mêmes sans être payés pour les livres dont on parle. Et c'est là que tout de suite, il y a une dimension un peu complexe, c'est-à-dire quelle est la différence entre un livre pour lequel on a été rémunéré ou pas. Et voilà, il faut savoir faire la part des choses, mais chacun peut le faire. Et je pense qu'il n'y a aucun jugement à porter sur quelqu'un tant qu'il est honnête. Et il ne faut pas remettre en question l'honnêteté de quelqu'un. Quand vous connaissez un booktuber ou une booktubeuse, que vous le suivez ou la suivez depuis longtemps, il n'y a aucune raison pour que soudainement elle devienne malhonnête alors que voilà, vous l'avez toujours connue. Et pour moi, c'est vraiment une question de confiance sur YouTube et c'est là que l'argent ne doit pas rentrer en jeu parce que est-ce qu'on n'a pas confiance au libraire juste parce qu'il est payé pour nous conseiller un livre? Est-ce qu'on n'a pas confiance au bibliothécaire juste parce qu'il ou elle est payé aussi pour nous conseiller des livres et pour qu'on les emprunte? Non, donc pourquoi un booktuber serait jugé là-dessus? Après, évidemment, si jamais j'ai détesté un livre et qu'une marque veut que j'en parle positivement, là, je vais dire non parce que bon, là, c'est plus très éthique. Mais voilà, c'est dans ce sens-là que j'en parle. Après, je sais pas si je ne suis pas partie très loin, mais voilà. L'important, c'est qu'on te récupère. On arrive. Tiens, viens. Tu veux pas parler? C'était quoi déjà la question? L'argent. Ah, l'argent. Bon, après, donc oui, il y a les prestations. Je reviens parce que du coup, je complète. Il y a effectivement les prestations qu'on fait dans les médiathèques, bibliothèques. On va faire de la modération pendant des salons du livre. On va faire... En fait, c'est un peu le travail du journaliste sans la carte de presse sur certains aspects. Et sur d'autres, c'est la carte du libraire. En fait, c'est un métier, pour moi, en tout cas c'est mon métier, qui demande beaucoup de casquettes. Et on parlait donc de placement de produits. Donc ça, c'est possible. Dans le cadre du livre, il y en a des placements de produits, par exemple, je sais pas moi, mais les quoi? Les box littéraires, les unboxings peuvent être rémunérés. La création. Attends, tu développes peut-être unboxing? Unboxing. Moi, j'ai pardon. découvert ce que ça voulait dire hier, en fait. Oui. Alors, peut-être pas le seul. Hein. Non. Si. Oh, papy. Donc, unboxing. Oui, ma petite. Non, parce que toi, t'as toujours pas le droit de boire d'alcool. Ah, si. Un unboxing, en fait, c'est un colis qu'on va ouvrir face caméra. Voilà. Donc voilà, et on sort les livres. Donc là, il peut y avoir... Mais en fait, tout ça, c'est des plans de communication. Mais concrètement, ça sert à quoi? Bah, ça met en avant le produit parce que tu n'imagines même pas le nombre de vues que tu peux avoir sur un unboxing. Juste parce que tu mets unboxing, tout d'un coup, c'est de la promo, c'est ça? C'est quelque chose... Non, c'est pas... Non, mais tu peux monnayer un unboxing, par exemple. D'accord. Voilà, ça peut devenir... En fait, sur YouTube, il n'y a pas de code pour faire de la promo et de la communication. Donc tous les formats sont possibles et envisageables. Ouais, voilà, tu peux les créer, tu peux... Enfin, donc voilà, ça dépend de la personne avec qui tu travailles. Mais chaque contenu peut potentiellement être un partenariat, une collaboration, donc quelque chose pour lequel on perçoit de l'argent. À savoir que il y en a qui trichent, hein, on va pas mentir, mais légalement, c'est interdit de faire un placement de produit sans le mentionner, sans dire que c'en est un. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez un film, vous avez un petit P. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fois. Il y a un petit P qui se met sur le coin gauche de votre écran. C'est pas pour Pinterest? Non. Et non. Pinte quoi? Et c'est un placement de produit. Donc voilà, il y a plusieurs formes de rémunération. Donc tu disais que c'était toi, tu n'étais pas trop concerné pour les vidéos, la monétisation. Donc voilà, il y a des soucis avec YouTube en plus avec la monétisation. Mais il y a plein de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais moi, par exemple, je vais être prestataire pour la télévision. C'est-à-dire que je vais être payée pour faire du contenu pour la télévision, comme un média, en fait. Finalement, on est un média, c'est ça. Parce que la visibilité permet de toucher un public. Et ça, c'est un truc dont on n'avait pas conscience avant sur Booktube. Et on s'est beaucoup servi de nous aussi par rapport à ça. Jusqu'au jour où on a parlé. Où j'ai dit, ça j'ai plus. Allez. Tu veux y aller? Oui, donc moi en fait je pense qu'effectivement, bon moi c'est pas trop mon cas parce que pour le moment moi les seules choses que j'ai faites c'est monétiser mes vidéos. Bon, dans un premier temps c'était surtout pour pouvoir planifier mes vidéos et c'est vrai que très vite j'ai activé aussi la monétisation
Pour une raison très simple, c'était pour, on va dire, le symbolique. C'est-à-dire que je passais énormément de temps à filmer, à monter, et c'était juste symbolique. Je savais très bien que ça n'avait aucune répercussion sur quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me dérange, puisque maintenant, de toute façon, il y a des pubs partout, donc c'est pas... Pour moi, c'est pas un problème. Mais alors, attends, pardon, quand tu parles de monétiser, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est un système de pub qui passe devant les vidéos. En fait, c'est un peu complexe et je suis pas sûre d'être la mieux calée pour en parler parce que c'est des questions d'algorithme. Mais de ce que j'avais entendu au plus frais, c'est qu'en gros, il y a seulement déjà une vidéo sur deux sur laquelle une pub passe. Et après, on ne peut pas savoir parce que tout est calculé sur le nombre de temps où la personne est devant la pub, etc. Et ça se compte en centimes, quoi. C'est vraiment pas, c'est pas ça qui nous fait gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, moi, à mon échelle, c'est pas quelque chose qui me permettrait de me tirer un salaire. Et je suis pas certaine que même dans des chaînes un peu plus grosses, voilà, Émilie non plus, c'est pas quelque chose qui peut nous faire gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'effectivement, si on veut entre guillemets gagner de l'argent avec le média qui est Booktube et qui peut aller sur Bookstagram, donc parler des livres sur Instagram, c'est justement de faire des prestations, de créer des choses autour de ça en fait. Si on veut vraiment gagner de l'argent, et après effectivement on a parlé des partenariats, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. Enfin, par exemple, on peut recevoir des livres sans être rémunéré, mais là aussi il faut être un petit peu entre guillemets vigilant, c'est-à-dire que si on accepte de recevoir un livre sans être payé alors qu'on nous fout entre guillemets une pression pour devoir en parler, là ça ne va pas. Il faut quand même avoir un certain recul et bien discuter avec les maisons d'édition pour ne pas se faire avoir. Parce qu'à partir du moment où on vous demande de réaliser quelque chose, une vidéo, comme il disait, comme elle disait, c'est vraiment du travail. C'est-à-dire que vous allez devoir lire le livre. Bonjour, enchantée. Voilà, c'est du travail, vous allez devoir lire le livre, essayer de dégager des idées, essayer d'analyser, écrire une chronique, la filmer, la monter, la mettre en ligne, faire de la pub sur les réseaux sociaux, entre guillemets, bon, c'est plus de la promotion. Enfin voilà, ça prend énormément de temps. Si vous faites ça gratuitement, non, c'est un travail et tout travail mérite salaire. Il faut juste être conscient de ça. Si vous acceptez de recevoir un livre, mettez vos conditions. Si vous ne voulez pas parler en vidéo, vous ne voulez pas faire ça, il faut que la maison d'édition aussi soit, on va dire, réceptive et par exemple soit d'accord, par exemple, pour que vous en parliez juste sur Instagram ou que vous présentiez le livre, par exemple, dans un unboxing ou pas du tout. Pas du tout, exactement. Parce que, voilà. Exactement. Moi, par exemple, j'accepte très peu de livres, justement, parce que je ne veux pas rentrer dans ce rapport de pression. On me demanderait de faire des vidéos sans être rémunéré. Et bon, ce n'est pas toujours le cas que les maisons d'édition acceptent de rémunérer. Il faut être honnête, hein, très sincèrement. Et ben, moi, clairement, ça a toujours été une condition dès le début. J'accepte un livre si la maison d'édition en face est d'accord pour... que ce soit assez aléatoire, que je n'en parle pas, que j'en parle, que j'aime pas, et que mon avis ne soit pas influencé par ça, quoi. Donc voilà. Je me permets. J'ai rien à rajouter, Guimauze a complété. Elle disait qu'on soit rémunéré ou pas rémunéré, ça change en rien l'objectivité. Voilà, plus de prestations, voilà. Mais vas-y. J'avais une question justement pour approfondir le débat sur votre relation avec les maisons d'édition. En librairie, on a accès à des services de presse, des épreuves non corrigées avant la sortie d'un livre pour pouvoir le lire avant tout le monde, pour que le jour où il sorte, on puisse en parler tout de suite. Vous, par rapport à ça, quelle est votre relation avec les éditeurs ? Est-ce qu'ils vous proposent d'office des livres comme ça gratuits à lire pour en faire ou pas la promotion? Est-ce que vous pouvez choisir ce qu'ils vous envoient? Est-ce que vous pouvez les demander? Comment est-ce que ça se passe? Moi, je suis assez sollicitée, mais je pense comme un peu toutes. Voilà. Alors, il y a des maisons d'édition qui, par exemple... assez sollicité, tu peux le chiffrer pour que tout le monde puisse se faire une idée en fait, de ce que ça signifie, assez sollicité. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs mails. Enfin, je dirais pas un mail par jour pour ma part, mais c'est presque ça, quoi. C'est assez énorme.
une proposition émanant d'une maison, grosso modo, d'édition par D'une jour, maison. te proposant un ouvrage ou te proposant plusieurs au demeurant? C'est ça. Mais peut y avoir aussi les auteurs auto-édités. C'est énorme la proportion On de va y venir personnes après, bien auto-éditées. sûr. Et puis il y a des fois des maisons d'édition qui nous ont mis dans leur fichier C'est ça. presse, ou alors on commence à travailler avec eux, donc on a leur programme tous les mois, C'est on ça. a on reçoit des catalogues de nouveautés, on nous dit ben voilà, s'il y a une nouveauté qui vous intéresse, vous pouvez nous demander, et puis on voit ce qu'on peut faire. Enfin, voilà, ça va être soit ce format-là, soit un livre en particulier. Mais là, on n'est pas encore dans le service de presse, Ah, on si, est si, dans si. l'information, Non, non. le catalogue qu'on vous fait parvenir. Ça m'est catalogue, déjà arrivé c'est de pour ça, recevoir des catalogues en Oui. disant voilà, s'il y a un livre qui vous intéresse, vous nous le demandez par mail et on vous l'envoie. Bien sûr. Voilà, mais c'est assez régulier puisque c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau programme, donc ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres. Et c'est sans obligation de promotion du livre si vous l'envoie. Ça, c'est à nous de mettre les clauses avec. C'est ce qu'on parlait Oui. tout à l'heure. Mais en général, c'est à nous de les prévenir, de dire oui, mais par contre, nous, on s'engage pas sur ça. Mais voilà, après, c'est chacun. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'étais assez jeune. Et du coup, il y a un moment donné où on a tous et toutes commencé à recevoir des services presse et à être un peu dépassés. Et je me souviens, il y a des mois, j'en recevais des dizaines et c'était insupportable à gérer en fait. Parce qu'on a envie de dire oui à tout, c'est hyper difficile de dire non à un mail hyper sympa et tout. Surtout quand, moi, j'étais assez jeune. Et en fait, maintenant, je pars du principe, je me dis, est-ce que le livre, je l'aurais acheté en neuf ou est-ce que je l'aurais acheté par moi-même? Et à partir de là, je me dis, sinon, est-ce que je suis sûre de vouloir le recevoir? Enfin voilà, c'est aussi. C'est un peu recevoir des bonbons gratuits sans choisir les bonbons qu'on préfère, quoi. Oui. C'est un peu le même débat que ce qu'on disait tout à l'heure. Les maisons d'édition, elles ne vous contactent pas en vous donnant un mode d'emploi sur tu vas forcément parler en bien ou en mal, Non. tu seras payé ou tu prendras les délais que tu veux. Très Ils vous implicite. proposent- Ouais. Voilà, ils proposent un catalogue, c'est tentant effectivement, mais ça peut mettre la pression et là encore, ça peut appâter certaines personnes et derrière vont se retrouver avec un programme ultra chargé. Il y a une maison d'édition qui envoie toutes ses parutions à tout un club de personnes. Si on est assez jeune et pas préparé, moi je trouve ça extrêmement lourd. Ça paraît extrêmement tentant parce qu'ils vous disent super chouette, on te fait confiance, tes avis comptent. Voilà, moi je trouve ça un peu tendax quand même. Parce qu'il y a un truc c'est pour ça que je disais, ce n'est pas des bonbons, c'est qu'il y a un truc sur lequel les éditeurs jouent avec les booktubers, les blogueurs, Des cadeaux. les bookstagrammeurs. C'est que souvent, on ne le dit pas assez, mais moi, quand j'ai commencé, j'étais relativement jeune aussi. J'ai l'impression d'être une vieille. Mais souvent, on a des blogueurs qui sont mineurs, ou qui sont étudiants, ou qui n'ont pas forcément les moyens, et on leur fait passer le service presse comme un cadeau, comme un privilège. Ça s'appelle service presse. Sauf que c'est un service presse, c'est-à-dire que c'est de la communication qu'on attend derrière. Un service de presse, il y a 2 possibilités. Il y a un ouvrage qu'on va recevoir quand on est un média comme ce que je dirige. Bon, c'est un ouvrage qui va être non corrigé. En fait, il n'y a pas de couverture, c'est tout blanc, il n'y a pas de typographie, il n'y a aucune correction pas qui a été faite. Il y a les... Ça s'appelle les épreuves non corrigées. c'est vrai qu'on a les c'est deux, très ouais. connu. Et ça représente un budget de... ça va représenter 5 à 7% du tirage global. Donc ça veut dire que si le bouquin est tiré à 10 000 exemplaires, en librairie, en médias, et ça tient à une très vieille époque où il n'existait que des médias imprimés qui prévoyaient plusieurs mois à l'avance les chroniques qui allaient être publiées. Donc on envoyait ces choses-là. Aujourd'hui, ça arrive moins, effectivement, parce que c'est un budget en moins à dépenser pour une maison d'édition. Et le service presse plus classique aujourd'hui, c'est en fait l'ouvrage tel qu'on le connaît en librairie, qui est effectivement envoyé aux personnes qui sont potentiellement en mesure d'en parler. Donc ce sont les médias, ce sont les blogueurs, quand c'était la mode des blogueurs pour les maisons d'édition, ce sont les booktubers aujourd'hui qui sont des nouveaux relais d'information et de chroniques, et ça reste les médias en ligne, les médias papier, médias télé, bien évidemment. Envoyer un service presse à un jeune blogueur ou à un booktuber en lui faisant croire que c'est un cadeau et en voyant le booktuber faire tout un travail, parce qu'on l'a dit, c'est un travail, c'est de la communication à moindre coût, puisque souvent, c'est que le prix du service presse. Oui. Et ça, ils jouent là-dessus, et quand on débute, quand on commence, quand on arrive dans l'environnement, le livre, c'est sacré en France. Le livre, c'est la culture, il ne faut pas y toucher, et on a tendance à oublier que c'est aussi une économie. C'est une économie, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, de jouer là-dessus, ça peut être... Voilà, c'est un peu touchy. C'est un sujet touchy, les services presse, parce qu'il y a des abus des deux côtés, autant des maisons d'édition que des blogueurs qui en demandent, sans prendre conscience de ce qu'est vraiment un service presse. Donc voilà, il faut vraiment relativiser là-dessus. Il faut savoir que
rien n'est tout, enfin il y a rien de tout blanc ou tout noir en fait. Mais il faut prendre conscience de ce qu'on a entre les mains et ce qu'on peut faire avec. Et ce qui est important de noter justement sur ce que tu disais et le fait que effectivement le blogueur on joue sur sa passion, c'est un cadeau et ainsi de suite. Il faut savoir que certaines maisons d'édition, elles ont très bien capté ça, qu'elles vont vous proposer à vous de recevoir un livre, de le présenter éventuellement quand vous voulez ou encore elles insistent. Par contre, à une personne lifestyle par exemple, il y aura rémunération. C'est important de le savoir. Voilà. Pour une photo Instagram que vous allez faire gentiment, instinctivement, eux, ils vont la payer 100, 200, 300 euros chez une autre personne. 1500. Ça dépend du level de... Voilà. Oui, c'est vrai. Pour vous dire, parfois, ce sont même des des Instagrammeuses qui ont le même nombre d'abonnés que nous à peine sur Instagram, mais elles, ils les rémunèrent. Parce que nous, ils savent que de toute façon, on va la poster, la photo. Mais c'est quand même assez incroyable de se dire que voilà, ils payent une photo, mais très cher. Pour quelqu'un qui en plus s'en fiche, je dis ça, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a jamais posté de photo de livre, et là du coup on va la payer pour qu'elle en poste un. Et là dans ce sens-là, je trouve que presque l'avis, honnêteté d'avis, là déjà ça passe quand même moins. Oui, il n'y a pas d'avis en plus. Souvent c'est juste on m'a envoyé ce livre, et c'est souvent des concours en fait. Mais là-dessus, vraiment, ça, je trouve ça presque limite. Non, mais c'est un budget, c'est de la communication. Oui. Voilà, moi, je travaille dans la communication. C'est exactement ça il y a des budgets que Émilie voulait dire en donnant un exemple livre vidéo. Genre, non, mais voilà, genre, elle donnait un exemple dans le sens où ça coûte très cher, on ne sait pas le prix, mais ça coûte très cher de payer une page dans un magazine de livres. De pages de publicité, c'est très cher, très 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 cher. Et les maisons d'édition mettent le prix là-dedans. Donc c'est juste que voilà, il faut se dire que nous, on fait ça gratos. On fait ça gratuitement et en plus on n'est pas salarié. C'est-à-dire que oui, nous compare à dans des le cadre où un journaliste, voilà, des fois on reçoit des, comment on appelle ça, des invitations presse pour des choses, mais pour des événements, ce genre de choses. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas salariés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sécurité financière, on a une activité à côté. Alors, je vais briser un rêve, mais tous les journalistes de France sont très loin d'être salariés. Hein. Oui, non, ils sont auto-entrepreneurs en fait. Alors ça, c'est interdit par le syndicat national du journalisme, pardon, mais c'est souvent des actions freelance, c'est ce qu'on appelle des piges. Et c'est pas du tout un salariat, il faut en accumuler un paquet. Oui, mais ça rentre dans leur activité, c'est ça que je voulais dire, que quelqu'un qui a 15 ans et qui est au lycée, pardon, c'était dans cette dimension. Nous, quand on poste notre article sur notre blog, personne nous paye. Eux, ok, ils sont voilà, à l'article, comme nous, mais on leur paye quand ils le publient. C'est-à-dire que voilà, nous, on reçoit des services de presse d'une maison d'édition. Eux, ils vont penser qu'on a tout notre temps, de toute façon, c'est notre activité, mais en attendant, nous, on n'aura jamais de salaire derrière. Alors que eux, ils auront quelque chose après. Et d'ailleurs, pardon. Juste, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est un média. C'est-à-dire que, comme un journal ou comme une émission à la télévision, on est un média. Qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique que nous, on n'a pas un boss ou on nous paye pas la pige, puisqu'on est, on est nous-mêmes le propre média. Oui. Voilà. Justement, moi, ce que je voulais dire, parce que depuis le début, on n'arrête pas de parler de YouTube et de plateformes, mais la réalité, c'est que les personnes qui sont là, on n'est pas des plateformes. En fait, on est des personnes qui utilisons différentes plateformes pour communiquer autour du livre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas négliger, par exemple, l'importance qu'Instagram prend. Et même toutes les plateformes ont leur importance. Enfin, je veux dire, il y a les personnes qui vont être sur les blogs, les personnes qui vont être sur YouTube, d'autres sur Instagram. On utilise les médias pour parler des livres. Donc effectivement, on est vraiment sur un travail de communication. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et par rapport donc à Bookstagram, est-ce qu'on peut dire Bookstagram, qui prend effectivement de plus en plus d'influence, est-ce que vous pensez que ça va prendre le pas sur Booktube ou pas? Ou est-ce que ça vient en complément? Ou est-ce qu'on va être encore à nouveau dépassé par encore un autre média qui n'existe pas encore et qui va supplanter Booktube et Bookstagram? Ça, on ne sait pas. Non, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Après. Mais moi, de toute façon, je pense pas. Parce que, je veux dire, YouTube, ça va pas détrôner les blogs. Instagram, je pense pas que ça va détrôner YouTube. Parce que ce sont des plateformes qui proposent des choses différentes, en fait. C'est des formats différents. Donc, je pense pas. Chaque plateforme, comme chaque YouTubeur, a sa place parce qu'on est différent, en fait. Donc, je pense qu'après, certaines personnes vont avoir plus d'affinité avec quelque chose qui est écrit, donc vont aller plus vers, je sais pas, un blog, alors que d'autres personnes vont avoir plus d'attrait pour des vidéos un peu plus construites sur YouTube. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Je pense pas qu'un seul média va détrôner un autre parce que, voilà, comme je disais avant, on est des personnes, pas des plateformes. Voilà.
Après, je suis un poil pas d'accord. Mais d'accord, mais un poil. Non, dans le sens... Ouais, un poil sur la jambe. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, ok, rien ne détrônera rien parce que chaque média, pour moi, est indépendant. Voilà, Twitter, ça a totalement son public. Instagram, c'est pareil. Mais si on le voit de l'œil... Moi, je travaille en maison d'édition. Et quand on le voit de l'œil d'une maison d'édition, Instagram, ça a quand même pris une importance non négligeable pour un éditeur. C'est-à-dire que quand on va envoyer un unboxing, par exemple, à des influenceurs, peu importe le média, c'est quand même 1000 fois plus intéressant de l'envoyer à des Instagrammeurs que à des youtubeurs, parce qu'on sait très bien que YouTube, c'est une plateforme plus travaillée. Donc, tout ce qui va être instantané, c'est-à-dire l'ouverture d'un colis, l'avis, un bref avis, mais vraiment sur le vif, tout ça, ça passe par Instagram. Et là-dessus, je pense quand même qu'Instagram a pris une place importante dans le sens où, en maison d'édition, on va vraiment beaucoup regarder les profils Instagram, le nombre d'abonnés des profils Instagram, parce qu'en vérité, YouTube... ça évolue, mais on reste quand même un peu sur les mêmes personnes qui sont en haut, les mêmes personnes au milieu. On connaît un peu... Oui et non, parce que quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de comptes à 6 000, 7 000 abonnés que, par exemple, je ne les connaissais pas du tout. Et parce qu'ils ne se faisaient pas forcément beaucoup voir, mais ils ont leur public à eux, en fait. Et c'est là que je trouve ça intéressant et que Instagram se développe. C'est pareil que YouTube, ça se développe différemment. Mais voilà, je pense que là où ça a un peu pris le pas, c'est surtout les stories Instagram. Genre, Snapchat a créé un truc génial et Instagram, ils ont copié l'idée, en fait. Et ça marche tellement bien parce que c'était un réseau social qui marchait déjà très bien. Et là, c'est génial. Les gens peuvent poster une jolie photo sur Bookstagram, mais à côté, dans leur story, ils peuvent mettre un truc bien moche en disant « j'ai trop aimé ça ». Quoique maintenant, on trouve des stories hyper travaillées avec une musique de fond, des paillettes qui volent et tout. C'est-à-dire qu'en... Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, Instagram cristallise beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a le côté visuel avec les photos, il y a le côté vidéo avec les Insta Stories. Maintenant, il y a IGTV avec les vidéos... moi pas spécialement non plus, mais bon, on ne sait pas ce que ça va donner, vu que c'est encore tout récent, où on peut travailler un petit peu plus les vidéos, donc c'est vrai qu'au final, on peut en plus donner des avis, donc avoir le côté écrit, donc c'est vrai qu'Instagram, ça cristallise des choses. Mais après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, je déteste ce mot, mais les gens comprennent quand on dit ça, les influenceurs, s'ils sont sur tous les réseaux sociaux, c'est pas pour rien non plus, quoi. C'est-à-dire que moi, ça me fait rire depuis des années, oui, les Bookstagram, mais... En fait, ça a toujours existé, Bookstagram. Quand YouTube est apparu, quand Instagram est apparu, il y a toujours eu des Bookstagrammeurs, il y a toujours eu des Booktubers, il y a toujours eu des blogueurs. Et en fait, il n'y a pas une communauté qui va prendre le pas sur l'autre, parce que c'est complètement complémentaire. Ça, c'est comme quand on dit « Ouh là là, les Booktubers arrivent, ils vont détrôner les journalistes ou les critiques littéraires. » Mais non, on n'est pas du tout sur le même public, on n'est pas du tout sur la même audience, c'est pas la même manière de s'exprimer non plus. C'est de la complémentarité. C'est comme... Les liseuses arrivent, oh là là, le livre papier est foutu. Non. Non, en fait, non, parce que c'est complémentaire. Là, en ce moment, c'est YouTube va remplacer la télé. Non, toujours pas. Et ça, c'est vraiment un problème. Moi, ça m'énerve qu'on mette les choses en concurrence sans arrêt. Mais rigole pas, parce qu'on en est victime tout le temps. Non, mais en fait, ce que les gens confondent, c'est l'existence d'un média et l'usage qui en est fait, et par qui, et pourquoi. On va avoir des médias qui se développent parce que de nouvelles choses se développent sur ces médias. Par exemple, YouTube, au début, c'était des lolcats. Au fur et à mesure, les gens ont fait des choses très construites, donc on s'est intéressé à ça. De nouveaux réseaux sociaux se développent, il y en aura d'autres. Il y en a qui fleurissent puis qui meurent 2 semaines après, genre Véro. Voilà. Voilà. J'ai vu toute ma timeline qui avait installé Véro. T'as lu, c'est mon compte, vas-y, suis-moi. 2 semaines plus tard, c'était fini. Voilà. Donc... Mais il y aura sans doute un nouvel Instagram, un nouveau YouTube, ça arrivera, c'est sûr et certain. Mais comme on le disait, c'est pas parce que Instagram est né que Twitter est mort et que YouTube est mort. Voilà. Après, certaines personnes seront plus intéressées par ce qui se fait sur Instagram. Elles ont peut-être pas envie de regarder une vidéo, donc ça leur convient bien. Moi, personnellement, je lis pas tant de blogs que ça parce que j'ai pas le temps, donc je les consomme pas. Mais ça empêche pas les blogs de continuer à exister. Donc les maisons d'édition sont très attachées au blog aussi. C'est assez intéressant de voir. Je pense aussi les maisons d'édition qui parfois n'ont pas une communication hyper poussée, je pense. Ils savent pas trop ce que c'est les booktubers parfois. Et ils adorent les blogs vraiment, même des maisons d'édition hyper à la pointe de la technologie. Non mais ils aiment beaucoup le support écrit et ça m'arrive encore. Mon blog est
pas mort, mais on va dire à l'abandon depuis 2 ans, j'ai encore des mails en mode ton blog est génial, j'adore tes chroniques écrites, et je suis là, oula, vous avez vu la date de mon blog, enfin, je ne sais pas, vous savez qu'il y a YouTube aussi. Voilà, c'est rigolo parce que on trouve toujours des gens qui adorent le support écrit, et moi j'ai encore plein d'amis blogueurs qui continuent. Je sais pas si vous avez un blog, les filles. Moi justement, j'avais commencé en même temps que toi le blog. Ouais. Et le blog, je l'ai vraiment continué. Voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est... Non, mais en fait, le blog, je l'ai continué parce que déjà, j'ai acheté mon nom de domaine. Donc, il n'y a plus le blogspot.fr. J'ai acheté mon nom de domaine et puis j'ai tout personnalisé moi-même, j'ai tout codé moi-même. Et en fait, là où vraiment je me suis sentie bien, c'est que sur YouTube, je suis chez YouTube. Sur Instagram, je suis chez Instagram. Et donc, sur mon blog, c'est en fait là où je me sens le mieux et là où j'arrive à parler de manière la plus diversifiée. C'est-à-dire que sur YouTube, je vais avoir beaucoup de mal à sortir du livre, par exemple, alors que sur mon blog, je vais avoir beaucoup plus de facilité parce que c'est chez moi, en fait. Et je sais plus du tout aussi ce que je voulais dire. Ah oui, et pour le blog, je sais qu'il est aussi pas mal apprécié par les bibliothécaires et les libraires, parce qu'on m'a déjà dit que, par exemple, quand il y a une question de veille à faire sur les nouveautés, etc., faire une veille sur les blogs, c'est beaucoup plus simple que regarder une vidéo de 20 minutes où on ne sait pas trop regarder, alors que le blog, c'est un article, une chronique, on peut la lire en 2 secondes. Et voilà, il y avait aussi cette affinité du milieu littéraire, en tout cas des bibliothécaires, pour se renseigner sur les nouveautés, parce que c'est beaucoup plus simple de regarder un article de son travail dans une optique de veille, plutôt qu'une vidéo qui fait 20 minutes avec du son, etc. Alors, Cassandra, tu es très attendue. Certains Marc, elle, qui m'envoie des SMS depuis 10 minutes en me disant il faudrait qu'elle arrive. On vous a demandé à chacune, et c'est donc toi qui vas commencer, de présenter, de faire ce que vous savez peut-être le mieux faire finalement, présenter des livres. Et chacune nous a communiqué son coup de cœur. Cassandra, est-ce que tu peux nous parler? Alors, comme tu es très 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 attendue et que c'est quand même Marc L, tu n'auras pas beaucoup de temps. Ok, donc je peux en faire qu'un. En ce moment, je lis le tome 2 de L'Assassin Royal. Alors, L'Assassin Royal, si vous ne connaissez pas, c'est une très très longue saga. Merci Cassandra. C'était sympa, au revoir. Non, en fait, c'est de la fantasy qui a été publiée d'abord dans les années 90 et qui continue aujourd'hui, puisque l'auteur écrit encore. Elle était aux Imaginales cette année. Et moi, je découvre que maintenant, alors que la fantasy, c'est vraiment mon truc. Et je me suis dit, je découvre ça que maintenant. En fait, j'ai eu beaucoup de commentaires. C'est un peu le concurrent de Game of Thrones, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, je me suis dit, je commence ça maintenant. Et en fait, j'en rêve la nuit, c'est impressionnant. Alors, j'ai pas parlé de l'histoire. Donc, en fait, on va suivre Fitz. On le suit, c'est un jeune gamin, il a 6 ans. Il a été abandonné par son père, et en fait, un jour, sa famille en a ras-le-bol parce que son père s'est barré et va le ramener au château, parce qu'en fait, c'est le fils du. C'est un peu compliqué. C'est le fils du prince héritier, si j'ai bien compris, donc ça on le sait dès le début. Hein. Et en fait, sa famille va le ramener au château, donc c'est un bâtard. Et ça c'est rappelé tout au long, même dans la 4e de couverture. Et on va suivre un peu son aventure. Et en fait, c'est hyper descriptif. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout à l'heure on parlait de féminisme. Et justement, là, il y a dans le tome 2, mais même dans le tome 1, la figure des femmes est hyper intéressante. Et d'un côté, c'est... En fait, je me suis fait la réflexion hier en le lisant. Je me suis dit, waouh, elle est chouette ce personnage. Et je trouve ça un peu triste de devoir me dire ça encore aujourd'hui, de me dire « Ah, elle est chouette », mais en fait, je devrais pas me dire « Elle est chouette ». Enfin, de base, c'est un personnage. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, du coup, ça, c'est vraiment sympa, et c'est hyper visuel, et ça traite à la fois de politique, mais aussi de religion, et c'est ça que j'aime avec la fantasy, c'est que même si c'est un monde qui n'existe pas et qui est à part, c'est des problèmes hyper contemporains, hyper proches des nôtres, c'est-à-dire comment gouverner un peuple, comment ça se passe au niveau de la religion, comment ça se passe au niveau politique, etc. Et donc moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est ma lecture en cours. Mais il y a 13 tomes, et dont 6 qui s'entrecalent entre et tout, enfin c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment sympa. Robin Hood, l'Assassin Royal. Voilà. C'est ça. Merci Cassandra. J'y vais du coup ? Bah oui, tu files. Merci beaucoup. Et puis j'étais très contente d'être avec vous aujourd'hui. Évidemment, c'était un plaisir. Voilà. Qui va pouvoir, après Cassandra... Allez, les filles, comme micro. Allez. Non, c'est pas le mien. Ouais. Moi, c'est celui-là. C'est qui? Alors,
Pour ma part, je vais vous présenter Shining, que j'ai lu en début d'année pour ma part, qui était vraiment très très bon. Et je vais pas me faire des copains en vous disant que je le trouve bien meilleur que le film. Critique récurrente de tout booktuber qui se respecte, j'ai préféré le livre. Non, bon, je stéréotype un peu, mais et voilà, c'est pas toujours vrai. Après, je sais pas s'il est nécessaire de présenter Shining. Ce sera un bon roman d'horreur avec un gros huis clos qui se passe en haut des montagnes américaines, avec une famille qui va s'installer dans un hôtel pendant sa période où il n'est pas occupé. Et le père de famille va devenir progressivement fou à cause de cet hôtel qu'il manipule. Et voilà, et c'est très 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 bien. Et la le plus du livre par rapport au film? Le développement psychologique des personnages. Disons que dans le film, ça peut être angoissant, il y a des bonnes scènes bien cultes, mais quelque part, on ne sait pas pourquoi la personne se transforme, alors que là, c'est très subtil, c'est très bien fait, et c'est très immersif. C'est juste pour le rappel, mais c'est Jack Nicholson qui tient le rôle principal de ce père de famille totalement malade. Dans Shining. Dans Shining, dans le film. Le film que effectivement Stephen King n'avait pas trop apprécié parce que c'était la patte de Kubrick et qu'il y avait des modifications qui ne lui convenaient pas. Il l'a rejeté, oui. Mais il faut chercher sur Internet au moins 1 ou 2 images de Jack. Il est totalement un visage malade, fou, halluciné. L'acteur est très bon. Et l'acteur reste quand même celui qui sauve le film à bien des égards. Oui. Elle fait que imiter le film à cause de toi maintenant. Ah oui. C'est toi qui parles? Non, vas-y. Non? Audrey. D'accord. Et on n'a pas applaudi. Oui, merci. Alors moi c'est hyper bizarre parce que je vous ai dit que je lisais beaucoup de jeunesse et young adulte, mais c'est vrai que mon dernier, si on peut dire coup de cœur, parce que c'est quand même un peu difficile, c'est pas du tout un livre pour les jeunes, vraiment pas du tout. Ce vent me... Voilà. C'est My Absolute Darling de Gabriel Talent et aux éditions Gallmeister. Ouais, je fais comme sur ma chaîne. Et... Vérifie le nom de l'éditeur parce que tu le connais pas au préalable. Si. Non, mais oui, mais je fais tout le temps ça sur mes vidéos en vrai. Non, je coupe pas du tout. Je suis là. Édition Albin Michel. Ah oui, je travaille là-bas, c'est vrai. Non, mais bon, bref. Et donc, c'est un livre très dur. Sur une... en plus, quand je relis le résumé, ça me traumatise. C'est une jeune fille qui a 14 ans, qui s'appelle entre guillemets Turtle, et qui vit avec son père dans une maison vraiment au cœur de la campagne. Elle est un peu éloignée, elle va dans un collège, mais... bref, sa vie se passe pas hyper bien parce que son père est quelqu'un d'extrêmement violent et d'abusif, mais ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre, c'est que Turtle, vu que elle a vécu toutes ces années avec lui, elle est totalement... elle se rend pas compte de ce qu'elle vit, en fait. Elle sait... Elle se rend... En fait, c'est là que c'est... En fait, c'est tout l'intérêt de lire ce livre. C'est que c'est hyper contradictoire et horriblement complexe. C'est de ne pas t'écouter en parler. Hein? C'est de ne pas t'écouter en parler. Non, mais vraiment, c'est un livre à lire parce qu'on va suivre une jeune fille qui va, au fur et à mesure, s'émanciper. Justement, quand je vous parlais des jeunes filles qui découvrent un peu le féminisme, qui comprennent que une femme, ça doit pas être traité comme ci, comme ça. Là, on a un exemple vraiment hyper fort, hyper dur d'une jeune fille qui vit des violences horribles, mais qui va quand même finir par se rendre compte que ce n'est pas normal. Et c'est hyper intéressant de voir ce personnage qui est absolument fascinant. Elle est un peu badass, mais en même temps, la pauvre, elle est dans un cercle vicieux qui est horrible à lire. Il y a des scènes affreuses. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pas pour les jeunes. Moi, j'étais donc vraiment quand on finit ce livre, on est là, wow, j'ai retenu mon souffle vu que je l'ai lu pendant une semaine, il y avait des pauses, heureusement, sinon je ne serais pas ici pour vous en parler. Et mais voilà, je vous le conseille énormément parce que j'ai jamais lu un truc aussi horrible et en même temps aussi fascinant à la fois. C'est vraiment un coup de maître pour moi d'avoir réussi à écrire un livre aussi fort, aussi bouleversant, et en même temps, voilà, il est horrible, mais on continue à le lire. Hein. Et pourtant, on n'est pas tout... Enfin, si, on est un peu maso, mais voilà, c'est très extraordinaire. Pour moi... Merci Audrey, merci. Oh, merci trop beaucoup, méchant. vraiment, merci. À mon tour. Alors moi, je vais vous présenter le livre à mettre dans votre petit cabas pour aller
à la plage ou à lire dans les transports en commun cet été. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est édité chez Albin Michel. Et pour la faire courte, et parce que j'ai vraiment pas envie Excuse-moi, Émilie, c'est ça qu'on appelle le placement de produit? C'est quand Audrey travaille pour Albin Michel et que tu parles du livre d'Albin Michel? Non. Ah bon? Non, c'était pour toi. J'ai pas été rémunérée, sinon je l'aurais spécifié. Mais non, et donc du coup, en fait, Valérie Perrin, qui a écrit Les Oubliés du Dimanche, revient avec Changer l'eau des fleurs, où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Violette Toussaint. Et Violette Toussaint a un métier particulier, puisqu'en fait, elle est garde-cimetière. Donc, c'est-à-dire qu'elle vit à côté d'un cimetière et elle connaît mieux ses voisins que les gens qui l'entourent. Et ses voisins, ce sont les morts, en fait. Ou alors les gens qui gravitent autour de leurs défunts. Et en fait, on suit cette femme qui a une vie, au premier abord, tout à fait banale. Et finalement, c'est pas le cas du tout. Et on va découvrir que derrière ce train-train de vie un peu particulier se cachent beaucoup de secrets et beaucoup de personnages. Et voilà, on va vivre ça avec un suspense haletant. Et c'est un livre merveilleux. Ça fait 2 mois et demi que je l'ai lu et j'y pense tous les soirs avant d'aller me coucher. Donc vous pouvez juste pas passer à côté. Voilà. Alors, moi, pour le coup, je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est un manga. Il s'agit du premier tome de Made in Abyss. Je vous évite le nom parce que, à mon avis, je vais l'écorcher parce que je l'ai pas préparé à l'avance. Donc voilà. Alors, on est clairement sur un manga de fantasy. Puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Riko, qui est une cavernière, qui est une future cavernière, puisque c'est un sifflet blanc. Donc elle apprend plein de choses pour survivre, étant donné qu'elle habite dans une ville qui s'est implantée autour d'une faille gigantesque, une sorte d'abysse qui va très profond vers le centre de la Terre. Et dans cet abysse, il y a tout un bestiaire de créatures fantastiques qui prennent vie. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que ça a un côté Monster Hunter, mais à fond. Alors, tout le monde n'est pas joueur, mais pour ceux qui aiment bien Monster Hunter, sérieusement, là, il faut foncer parce que c'est tellement détaillé au niveau des créatures et du début à la fin, il y a une tension d'aventure qui est vraiment haletante, même dans des moments où les personnages ne partent pas forcément en expédition. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le personnage de Riko, qui est un personnage féminin, qui est toute jeune. Tous les personnages ont aux alentours de 12 ans, il me semble. Et en fait, c'est un personnage qui est fort tout en étant sensible et qui pourtant prend la décision au bout d'un moment de partir. Bon, je vous spoil un petit peu la fin, mais c'est pas très grave parce que c'est hyper intéressant de découvrir tout le reste et l'univers. Mais c'est-à-dire qu'elle aurait pu, comme dans beaucoup de schémas de manga, se faire retenir par ses amis qui sont potentiellement, pas pour qu'elle y aille, pas pour qu'elle parte, pour qu'elle quitte toutes ses attaches, parce que c'est quand même hyper dangereux et que la plupart des personnes qui partent dans cet abysse n'en reviennent pas. Et pourtant, elle, c'est vraiment le bon personnage principal de manga, indépendamment de son sexe, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Elle va y aller et elle va vraiment s'affranchir en fait des attaches émotionnelles, c'est compliqué, s'affranchir de ces attaches émotionnelles. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on aurait pu très bien avoir une mini-romance qui se met en place, et ce n'est pas le cas. Donc ça a vraiment, ce manga a vraiment de très 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 bons points, et voilà. Lisez-le. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'avaient pas l'œil rivé sur leur téléphone, la France a donc gagné. Vous avez dû l'entendre. Ouais, trop bien. Combien? 4-3. Non. Si. On a eu très très chaud. Je veux dire, il n'y a pas que ici qu'on a eu très très chaud. Oui. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions à poser à nos intervenantes. Bien sûr. Laissez pas me prendre les pieds. Moi, je voulais savoir votre rythme de lecture à chacune par mois à peu près. Combien de livres vous lisez? Ça change beaucoup. Enfin, je sais que ça dépend vraiment de mon état, de mon humeur et tout ça. Mais ça peut être 3-4. Je pense 3-4 minimum parce que je prends quand même les transports tous les jours en région parisienne et tout. Donc voilà. Mais ça peut aller jusqu'à 10, oui, je pense. Voilà. Oui. Peut-être pas plus.
Ouais, bah pour moi, c'est hyper variable aussi. Je dépasse rarement les 8 quand même. Et quand j'arrive à 8, c'est vraiment que j'ai lu des mangas, des BD, des choses illustrées, on va dire. Mais c'est hyper variable parce qu'il y a des fois où je vais vraiment avoir le temps, parce que ça demande aussi du temps de lire, même si je pense que tout le monde peut se dégager à un moment ou un autre un peu de temps pour lire. Ouais, c'est hyper variable en fait. Hein. Ouais. Vas-y. Bah, moi, pour ma... Non, sois pas ému. Non, mais ça en va fait, bien se passer. c'est parce que c'est ma maman. On avait compris que les regards échangés à un moment signifiaient quelque chose. Du coup, elle le sait un peu, mais du coup, mon rythme de lecture, je dirais que ça va être en ce moment, enfin depuis le début de l'année au final, une dizaine d'ouvrages par mois, mais pareil, ça va être comme le disait Guimauve, pas mal d'ouvrages graphiques. Je veux dire 4 romans par mois et puis le reste du graphique. Et moi, je lis très très lentement, mais minimum 4 par mois parce que sinon, je peux pas travailler. Voilà. Autre question? Elles ont... Ah. Est-ce que ça vous arrive d'abandonner un livre ou vous vous forcez, entre guillemets, à le terminer? Alors oui, parce que je pense que c'est le droit du lecteur aussi d'abandonner un livre. Mais ça m'arrive aussi de me forcer. Parce que je me dis, il y a un petit truc quand même. Puis en fait, des fois, on se trompe. Mais après, non, en fait, il n'y avait rien. Bon, tant pis, j'ai perdu mon temps. On perd jamais son temps. Mais ce que je veux dire, c'est que le truc, c'est que quand on lit beaucoup, au bout d'un moment, on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que moi, en librairie, je ne choisis plus des livres que je n'aime pas. Enfin, je n'ai... Pardon. Je n'ai plus aucune déception dans le sens où je connais tellement mes goûts maintenant que j'arrive à savoir si un livre va me plaire ou pas. Donc ça t'évite, tu vois, de te retrouver face au ah non, en fait c'est nul, j'abandonne. Donc c'est rare, mais ça arrive et c'est pas grave. Comme Émilie en fait. Alors moi je reçois pas mal de services de presse, mais c'est pareil, je les choisis quand même. Par contre c'est toujours pareil, on n'est pas à l'abri de... Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps d'abandonner un livre parce que vraiment c'était pas comme c'était écrit sur le papier quoi. On m'a fait croire que j'allais lire un truc de dingue et c'était... Voilà. Mais là j'ai abandonné parce que je me suis vraiment dit que ça faisait... Il y avait 350 pages, ça faisait 100 pages, que c'était nul. Stop quoi. Enfin, non mais voilà. Oui. Mais sinon oui, pour moi faut pas se forcer quand vraiment là dans mon cas c'était c'est nul, l'écriture est nulle, l'histoire est ridicule, ça ne tient pas debout, ça ne sert à rien. Je pense que 200 pages ne sauveront pas le début. Après voilà, comme dit Émilie, quand il y a une petite brèche qui te dit il y a un petit suspense. Moi ça m'arrive de finir des livres, je les ai vraiment détestés, mais j'ai continué parce qu'il y avait un peu de suspense quand même. Je voulais savoir qui allait vivre à la fin ou pas, c'est des trucs comme ça quoi. Moi, ça m'arrive de... Je me force pas quand vraiment je déteste. Par contre, j'ai un petit côté masochiste où des fois, je sais que je vais détester le livre, mais je me force à le lire pour savoir ce que je vais pas aimer. Voilà. Elle est bizarre. Voilà. Typiquement, je lis After en n'étant pas d'accord avec ce qui s'y passe, mais pour savoir, voilà. J'ai du mal à avancer, je t'avoue que... En plus, ils sont énormes. Mais oui. Ou par exemple, moi j'ai détesté Un palais d'épinay de rose parce que je trouvais aussi que la relation était assez toxique. Mais je me suis cognée jusqu'au 3e tout le monde a pour adoré. savoir. Voilà, et tout le monde avait adoré. Mais ça me permettait de... Je dis pas que ça va me permettre de justifier une critique parce que j'ai pas besoin de ça, mais je voulais pouvoir l'avoir lu pour en parler peut-être aussi franchement. Voilà, ça me paraissait plus juste. Des points de comparaison. Oui, moi je pense qu'en fait il faut juste se sentir libre de lire, d'abandonner, de mettre en attente, quoi que ce soit. En fait, il y a juste pas de règle, en fait, je pense. Moi, ça m'est déjà arrivé d'abandonner des livres, mais moi, ce qui m'arrive quand même assez souvent, c'est de mettre en attente les livres. C'est-à-dire que je sens que c'est pas le bon moment. Je suis pas dans le mood, alors je vais tout simplement le mettre de côté. Et j'y reviendrai. Du début ou du... Ça dépend. Ça m'arrive de pas reprendre. Oui. Mais ça dépend si j'ai accroché quand même au début et que je me souviens. Mais en général, je reprends directement là où j'ai arrêté parce que j'arrive à faire le lien. Mais voilà. Oui. Qui parmi vous a aussi une énorme pile de livres comme ça où on se dit mais non, mais demain je l'attaque parce qu'il a l'air vraiment bien, mais qu'on le commencera jamais. Ouais, toujours, tout. Oui, tout le monde. Oui. Ouais. Parmi vous aussi. Bibliothèque. Même petite on lève les bras, on lève les bras.
plus. Oui, minimum. Moi, il y en a 4 dans la mienne, donc c'est réglé. Oh, allez, 4. Ah, tout de suite. Hein. Il y a un... Ah, il n'y a que 4 livres. Ah. Le goût de la lecture, qu'est-ce qu'il a développé? Bah moi, c'est ma Si maman. tu dis pas que c'est ta maman, voilà, c'est ça. Non, vous l'avez je payé. ne suis pas sponsorisée. Placement de produit pour ta maman. On devient fou avec ça. Hein. Non, je l'ai toujours vu lire et c'est vrai que petite, je voulais faire pareil. Et puis après, elle m'a toujours offert des livres, des petits romans, enfin pas des romans, mais les livres illustrés. Et puis l'entourage aussi, donc voilà. Le mimétisme. Oui, mais je pense que ça vient de l'enfance en fait. C'est pareil. Mais je pense même que ça vient de mes parents me raconter des histoires quand je m'endormais le soir. Et j'aimais trop ça, donc je pense que déjà quand on aime les histoires, on aimera certainement les livres, hein, vu que ça va avec. Et je ne me souvenais pas lire beaucoup quand j'étais petite, parce qu'on ne se souvient pas de grand-chose de quand on est petit. Mais quand j'ai retrouvé des albums photos, j'avais, mais sur toutes les photos que mes parents ont fait de moi, j'ai des livres à côté de moi, vraiment. Du coup, en fait, ça vient de loin, mais je ne m'en souvenais pas. C'est un montage, je suis désolé. Je suis désolé pour ton enfance. C'est pour ça qu'il y avait des faux. livres de 2018 dessus. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, moi, en fait, j'ai aussi tendance à pas mal occulter. Et c'est vrai que je me souviens pas de choses quand j'étais petite, en fait. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, je lisais beaucoup. Ma mère, elle m'emmenait tout le temps à la bibliothèque. Par contre, mon histoire est un peu plus sinueuse parce que à partir du collège, moi, j'ai complètement déconnecté parce qu'en fait, j'avais d'autres passions. Donc, du coup, j'avais pas de temps à louer en fait à la lecture. Et c'est surtout que, malheureusement, c'est vrai que les lectures qui étaient entre guillemets imposées à l'école, c'était pas forcément toujours ce qui me plaisait. Et que c'était peut-être les pièces de théâtre, parce que ça me parlait toujours assez bien. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu éloignée de tout ça. Et c'est que très récemment, en fait, que je me suis remise à avoir ce rapport de lecture-plaisir et pas juste lecture pour apprendre. Parce que forcément, quand on fait des études, on fait beaucoup de lectures pour apprendre des choses, pour faire des recherches, pour les mémoires, etc. Mais c'est vrai que moi, ça fait peut-être 3 ans. Ouais, 3 ans que je me suis remise à lire pour le plaisir de me divertir. Et, parce que tout simplement aussi, j'ai un peu passé ce truc de si tu lis pas des classiques ou si tu lis pas du contemporain, tu ne lis pas de la vraie littérature. Et c'est vrai que moi, à l'époque du collège en tout cas, le fait de lire des mangas, de lire du young adulte, même si à l'époque on n'appelait pas ça du tout comme ça, enfin, l'appellation je la connaissais pas avant d'être sur Booktube, hein, voilà. Et ben c'était pas forcément bien vu, où il y avait beaucoup de jugements par rapport à ça. Alors qu'aujourd'hui, et après je sais pas si c'est le cas de mes collègues, mais en tout cas moi j'essaye vraiment au maximum de communiquer sur le fait que tout est de la lecture et qu'il ne faut avoir honte de rien parce que il faut juste se faire plaisir en fait. Et un manga, ça peut être très bien construit, très bien écrit, il faut être à l'aise avec ça. C'est pareil pour des BD, pour des comics. En fait, il faut voir au-delà juste du côté qui peut être enfantin, parce que souvent il y a des très gros travail sur des BD et des comics, parce qu'il y a une recherche au niveau de la composition des planches, au niveau de comment agencer le texte avec l'image. Enfin, je veux dire, voilà, c'est assez dense et voilà. Donc ça a été un petit peu sinueux pour moi, mais ça se termine bien pour l'instant. Et alors moi, je suis encore un cas à part, mais pas trop. Je suis contente que tu dises ça, parce que moi, je ne lisais pas du tout. Je détestais les livres, j'avais ça en horreur. La littérature, ça me faisait... Enfin bon, bref, je détestais ça et j'ai commencé à lire très tard. J'ai commencé à lire quand j'étais en seconde, parce que j'ai une enseignante qui m'a transmis la passion du livre et qui m'a prouvé justement que les livres, c'était pas que des classiques et qu'on n'était pas obligatoirement obligé, ça ne se dit pas mais vous avez compris, de lire ça. Et donc ouais, ça a commencé, j'avais 16-17 ans, moque-toi. Mais ça fait pas très longtemps. Enfin, si parce que... Oui, bon, ça va. Ça commence à faire un peu de temps, là, maintenant, Émilie. Ne mens pas, s'il te plaît, reste honnête. Merci. Ah, alors, une dernière, mais est-ce que ce sera une question longue? Je veux dire, est-ce que ça va les obliger à parler beaucoup? Mais non, on peut raccourcir. Mais on... Allez. Aidez-moi, par contre, venez vers ici. Pas une longueur de câble. Bientôt, on va enlever vos chaises, mais vous serez encore assis. Est-ce que parfois ça vous arrive de lire dans d'autres langues, par exemple en anglais et voilà. Ah, mais on peut répondre rapidement. C'est une question géniale, parce que c'est oui ou non. Merci. Donc non. Enfin, ouais, non, je vais pas. Oh. Oh, c'est pas une réponse, hein. C'est oui ou non, on a dit. Ah, c'est dans les deux mots. Oui, elle a dit oui. Oui, joli. Oh là là. C'est le soleil. Oui, en anglais, voilà. Oui,
En anglais. Mais un seul livre. Je ne sais pas parler les autres langues, donc. Parce que je suis tellement nulle que j'en ai lu un. Moi, c'est juste que j'ai pas Netflix. Oui, aussi. J'y vais pas. Je sais que ça va me prendre un peu plus de temps, donc j'y vais pas forcément instinctivement. Mais je pense que c'est très chouette de j'en lire les ai, livres en en fait, dans VO. ma bibliothèque, hein, c'est ça le problème. Hein. Je pense que c'est très bien pour avoir la langue originale d'un livre parce que parfois on nous dit la traduction est nulle et quand on ne sait pas lire en VO, on ne peut pas vraiment savoir où sont les différences. Donc là-dessus, je pense que c'est hyper intéressant. Et ça, Je n'en dirai pas plus. et ça vous rend C'est gentil. l'apprentissage des langues amusant aussi, quand même. C'est important. Et Émilie, oui, non? Moi, c'est oui, anglais, espagnol, voilà. Bisous. À la classe, elle nous en fait 3 quoi. Enfin, plus le français, c'est pour ça que je dis 3. Merci beaucoup de les avoir supportés jusqu'à présent. Les différents ouvrages sont disponibles. On a le droit de le dire ou c'est pas des placements de produits, hein, mais les différents ouvrages sont disponibles dans la librairie de site de Bellecour, bien évidemment. Et puis, excellente fin de journée. La France a gagné. Il ne vous reste plus qu'à partir dans les différents bistrots, troquets et domiciles pour célébrer cette grande victoire. Merci beaucoup et au revoir.